Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. Messaya, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Thomas? Eh ben, ça va, je suis content de te retrouver. C'est une émission un peu spéciale. Alors, on va faire un tout petit peu d'insider, si tu me permets. Oui. Messaya, devant moi, n'est pas au courant de quoi on va parler aujourd'hui. Alors là, je vous promets, je n'en sais rien. Je lui ai demandé, là, juste avant qu'on commence à lancer le record, je lui ai dit, est-ce qu'on va tourner les tapés du catch parce qu'on l'avait prévu? Il me dit non. On va faire, alors, je vous explique. Cette semaine, on va, sans rentrer dans les détails, on a eu tous les deux grosses semaines de travail. Du coup, c'est d'habitude, on se voit le mercredi. Cette semaine, on n'a pas pu. Les autres jours, on a essayé de se choper, on n'a pas pu. Et comme on voulait pas vous laisser sans émission demain et qu'on a quand même teasé depuis un moment Bret Hart, qu'en plus la communauté grandit tout doucement sur YouTube, on voulait pas laisser la semaine sans rien. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire un petit truc d'émission avec toi sur un truc vraiment de chill, 1h30, 2 heures. Et je vais t'expliquer un petit peu le concept que j'ai pensé. Tu me diras ce que t'en penses et j'espère que ça te plaira. Ok, ouais. Donc du coup, ça ne remet pas en question la semaine d'après où par contre il y aura vraiment Bret Hart. Oui. Ça, on est d'accord. Cette semaine, ce sera le climax de la saison. Donc du coup, ce qu'on vous avait dit, les tapés du catch qui devaient dans cette saison-là sera dans la prochaine. C'est pas grave. En plus, je pense qu'on fera revenir peut-être ton coloc pour celle-là. Ouais, peut-être. Ouais. Et certainement sur le thème d'Eric Rose numéro 3, ton coloc sera avec nous. Oui. Donc ça c'est cool. Pour la saison 5 qui arrive, je pense qu'on fera certainement les Fitz McMahon. Les enfants McMahon. Bah oui, notre belle Stéphanie va être intronisée au Hall of Fame. Voilà, donc je pense que c'est l'occasion de profiter. Je t'ai demandé je voulais faire le Warrior, je te l'avais dit par téléphone. Oui. Pourquoi le Warrior? Parce que tellement de gens ont tapé dessus sans jamais expliquer sa carrière, je me dis que c'est le bon moment de le faire. Oui. Je sais pas ce que ça a été fait chez les anglophones, ça a été fait par des émissions, mais ça n'a jamais été fait sur le YouTube français. Voilà, et puis tu vas pouvoir te faire plaisir pendant 2 heures, 1h30. Oui. Parce que 2 heures peut-être pas, mais je pense qu'on sera sur un profil un peu à l'Alex Luger dans la durée de l'émission. Ouais, peut-être. 1h30, je pense à peu près. Donc sinon, et il y aura, on vous dit, il y aura des gros noms saison 4, Thomas fera un post et vous dira. Je pense saison 5, pardon. Je pense Sting pour la saison 5, le gros nom. Oui. Et puis peut-être un autre, j'y ai pensé tranquillement. Macho Man, on avait dit. Macho Man, je pense que j'aimerais bien aussi. Ou alors, si c'est pas Macho Man, ce sera peut-être les Four Horsemen. Okay. On va voir tranquillement entre nous. Et puis, mon Messaya, tu vas pas y échapper, hein. J'ai encore eu des commentaires sur ça. Sur les territoires. Tu vas y passer, hein. Et comme on l'a dit, je pense qu'il faudra qu'on arrive à se trouver du temps. Donc, on vous fait encore l'insider. Faut qu'on arrive à se trouver du temps parce que je pense que ce sera une émission, ce sera un hors-série. On fera ça à part, quitte à ce que ça dure moins longtemps que nos émissions habituelles et qu'on se divise en plusieurs émissions qui seront diffusées par parcimonie. C'est exactement ça. Ce que j'aurais bien voulu faire avec l'émission sur le Japon, mais comme on a du mal à se caler. Ah, c'est compliqué. Après, moi, je vais avoir bientôt une semaine de vacances, on essaiera de... Toi, oui, moi, non. Plus. Non, mais moi, des fois, peut-être on arrivera à reprendre j'aurais bien voulu qu'on arrive à reprendre 1 ou 2 émissions d'avance. On essaiera. Parce qu'au moins, tu vois, cette semaine, on aurait pu justement, toi, t'aurais pu être tranquille aujourd'hui, tout que t'as travaillé ce matin. Donc, au moins, voilà, ça aurait été plus simple pour tout. Donc, les amis, je compte sur vous. Mais par contre, je pense que le sujet va vous plaire, hein. Je te le dis pas encore, je te le dis pas. Je suis curieux. Je pense que le sujet va vous plaire. Donc, je compte sur vous pour, comme d'habitude, faire vivre cette émission avec les j'aime, les commentaires. Et n'oubliez pas la cloche. Voilà. Le Discord qui est toujours présent. Oui. On en parlera encore un petit peu plus tard et on en parlera un petit peu plus avant l'émission sur Bret Hart. On aura un petit peu plus de temps. Je voudrais juste un dernier chose et on commence. Remercier Pro du Catch qui a laissé un commentaire cette semaine sur la vidéo sur Kurt Angle qui m'a fait hurler de rire. Je te le lis. Bonjour messieurs, j'étais en Arabie Saoudite récemment. Ils vous connaissent, preuve que votre travail paie. J'étais au supermarché, un caissier m'a dit Are you French? Oh yeah, I love les couloirs du catch. Messaya et Thomas. Voilà, le mec m'a fait éclater de rire. Donc franchement, c'est sympa, continuez les commentaires comme ça. Et j'aime bien justement ces petits commentaires un peu what the fuck. Franchement, c'est rigolo. C'est stylé, big up à toi. Hein. Voilà. Donc, l'émission d'aujourd'hui, Messaya, on va parler des gimmicks dans le monde du catch. Ok. Mais pas que des pires gimmicks. J'ai pris des gimmicks que je considère un peu spéciales. D'accord. Je vais te poser des questions sur ces gimmicks. Alors, il y a des gimmicks de merde. Mais il y a aussi des gimmicks qu'on peut considérer qui étaient un peu merdiques, mais qui ont quand même bien marché. Undertaker, quoi. Joker. Me pète pas mon numéro 2, s'il te plaît. Mais non, mais j'ai pris vraiment des gimmicks de gros catcheurs et des gimmicks un peu complètement pourris. Ça roule. Bon, il y en a aussi, j'ai pas pris, parce que j'aurais pu prendre toute la WWE des années 95. J'ai pas fait. T'as pas pris Bastion Booger, quoi. Voilà. Mais j'en ai pris des costauds. On va commencer très très fort. Alors, j'ai pris des gimmicks, voilà, qui n'ont pas marché. J'ai pris des gimmicks qui ont marché. J'ai pris des gimmicks. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu restes concentré sur la gimmick. D'accord, oui, donc je parle pas de la carrière du catcheur. On évite voilà, parce que si tu sais qu'il y a l'Undertaker dedans, le but c'est pas de faire 2 heures sur le Taker. Oui. Mais je veux que pour plus ou moins chaque gimmick, tu expliques pourquoi ça aurait pu ne pas marcher, pourquoi ça n'a pas marché. Enfin,
pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Le cheminement de la gimmick, pourquoi, du comment. Voilà. Et est-ce que ça marcherait encore, par exemple, aujourd'hui? Bien sûr. Par exemple, je pense que il est pas dans le lot, mais la gimmick de patron de Vince McMahon, aujourd'hui, ne marcherait plus. Ne pourrait plus marcher. Serait forcément bloqué sur certains points. Il pourrait pas prendre la catcheuse, la mettre autour des jambes et dire t'es engagé. Stacy. Voilà. Est-ce que tu vois le concept? Je vois exactement le concept. Est-ce que ça te plaît plus ou moins? Ouais, ça peut être sympa. J'ai 30 noms. Donc sur certains, t'essayes d'aller très vite. De toute façon, le premier, je pense qu'en 30 secondes, c'est réglé. Okay. Le premier, j'ai choisi une gimmick de la WCW. C'est notre gimmick préférée à toi, moi, à Adi. C'est bien sûr The Shockmaster. Ah bah. C'était quand même le truc de fou. Alors, il y a des... On en avait déjà parlé dans une vidéo. C'est ce que j'allais dire. Je précise qu'il y a des catcheurs, des noms qu'on a déjà parlé. C'est aussi pour faire une petite piqûre de rappel. On n'hésitera pas aux gens de dire, allez voir cette vidéo en fonction. T'inquiète pas, il n'y a pas que des noms comme ça. Ok. Là, c'est vraiment le premier. J'ai voulu commencer troll. Bah, le Shockmaster, en fait, pour eux, ça allait être un gros truc, un catcheur mystérieux avec une gimmick de fou, une intro qu'il a complètement foirée, on le sait. Ouais, et puis c'était pas n'importe qui en plus. Vous voyez, bah c'était un pote à Hogan, hein. Ouais, et parce puis que c'était Typhoon. C'est un mec qui avait bien marché qui avait marché à la WWE. Bah oui, parce qu'il était en équipe avec Earthquake dans les comment ça s'appelle Natural Disaster. Natural Disaster, merci. Et donc du coup, comme c'est un pote à Hogan qui est arrivé à ce moment-là, hein, parce que c'est 93-84. Non, je crois que c'est plus tôt. Non, si, c'est 93-94, ah ouais, il me semble, oui. Donc c'est John Tenta. Le mec qui a fini ensuite dans le Legion of Doom. Bien sûr. Dans le Donjon of Doom, pardon. Dans le Donjon of Doom. Et en fait, pour moi, on voit que c'est un booking complètement à l'ouest, parce que, dès le début, pour moi, ça aurait pas marché, même s'il avait pas cuté son entrée. Je vois dans aucun monde un catcheur avec un casque de Stormtrooper à paillettes peut marcher. Ouais. Parce que c'était dans le low card de chez Russo à la WWF, le catcheur qui était en Eric Cartman, toujours la peluche. Ça n'a pas marché, ça. C'était là juste parce que c'était dans le bordel de l'Attitude Era, mais c'est pas un truc qu'on se souvient. Si, moi je m'en souviens parce que je suis taré. Oui, mais voilà, des gens. Des tarés du catch, justement. Voilà. Alors que là, vraiment, le mec avait un casque de Stormtrooper à paillettes, une voix déformée, machin. C'est nul. Alors il aurait dû catcher en équipe avec Sting. Oui, c'était le partenaire. Non, c'était un partenaire mystère pour un wargame. Ouais, c'est ça, mais c'est Sting qui l'introduit. Oui, c'est Sting qui lui dit je vous présente le Shockmaster, et l'autre se vautre complètement. Il en perd le casque. Oui, allez la voir, hein, vous tapez Shockmaster. C'est un des trucs les plus hilarants du monde du catch. Hein. Voilà. Donc ça, on est d'accord, c'est une gimmick qui n'aurait jamais pu marcher. Et c'était de la merde. Oui. Voilà. Maintenant, je te propose qu'on passe au numéro 2. Le numéro 2, ça va être un petit peu plus long à décréter. C'est The Undertaker. Alors l'Undertaker, comme on a dit, on parlera pas du tout de la carrière. Alors non, parce que sinon on en a pour 2 heures et puis il aura son émission complète. Pour moi, l'idée de la gimmick d'Undertaker, on est au début des années 90, tout début. Bah oui, 90 voilà, 91. Donc on est encore dans l'époque colorée de la WWF, on n'y est pas encore dans la nouvelle génération, et en plus il y aura l'époque des métiers plus tard, mais on est encore dans les Hogan. Donc un personnage aussi marqué, très gimmické, dans l'idée ça fonctionne, et ça a fonctionné. Mais quand on prend sur papier, beaucoup l'ont dit, hein, nos maîtres l'ont dit et d'autres gens l'ont dit. C'est pour ça que j'ai voulu dire ce nom-là. C'est que donc je vais décrire la gimmick. C'est un fossoyeur, mort-vivant. Oui, parce qu'il est mort. On est d'accord. Il est mort. C'est un mort-vivant. Donc du coup, de fossoyeur, donc le mec qui enterre les gens. Je l'avais déjà dit. Il est introduit au Survivor Series 90. Il arrive avec Brother Love. Il a pas encore comment ça s'appelle Paul Bearer. Et du coup, ça faisait un gros contraste parce qu'on avait la gimmick de Brother Love, c'est un prêtre évangélique. Évangélique. Non, pas évangélique, prosélyte. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est protestant. Voilà, c'est un pasteur en fait, mais tout blanc et rose. Donc et le contraste de l'autre qui est un mec complètement noir et tout, ça fonctionnait bien dans l'idée. Après ils ont trouvé Paul Bearer, qui pour le coup parfait. Qui pour le coup lui est vraiment fossoyeur. Oui, en plus il a bossé, famille de fossoyeurs. Il a bossé dans les pompes funèbres. Et en fait, surtout qu'il avait un chara design exceptionnel, Paul Bearer, et que ça a fait un duo génial. Paul Bearer, le maquillage noir. Ouais, ce que les gens disaient, et ils ont totalement raison, c'est qu'ils l'ont donné à la bonne personne qui a pris le truc au sérieux. Parce que Undertaker, Mark Calloway, a pris la gimmick à bras le corps, il a tout mis pour, et les gens étaient vraiment terrifiés dans les arènes. Ça aussi, dans cette question, excuse-moi, hein, mais c'est aussi dans la liste de gimmicks qu'on va faire, c'est aussi souvent le bon gars à la bonne place. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, lui, c'est totalement ça, parce que là, on est dans l'époque colorée WWF, le mec, c'est un mort-vivant, il doit pas vendre, donc il le fait très très bien. Il est très impressionnant dans le peu qu'il fait, il est hyper impressionnant. Son truc où il a jamais raté, où on l'envoie par-dessus la troisième corde, il se retient debout et qu'il attrape les jambes du mec justement comme un mort-vivant quoi. Derrière il faisait des sauts de clothesline, le tombstone, c'est la prise parfaite parce qu'en plus le nom et tout est cool, tu vois, donc génial. La musique qui est un gros musique classique. Ouais, bah un gros morceau de musique classique. Et
par exemple, moi je le dis à chaque fois, si cette gimmick sortait exactement pareil, maintenant elle marcherait pas. Ouais. Parce que c'est trop mystique, c'est trop hors de la réalité en fait. Et maintenant, je pense que tout ce qui est hors de la réalité fonctionne pas. C'est F the Fiend. On va y revenir sur The Fiend. Voilà. Donc, mais le Taker, ce qui a fait aussi que ça a marché dans le temps et dans sa longévité, parce qu'en plus derrière le mec a bien catché et tout, mais si on reste que sur la gimmick, c'est qu'il a réussi à la faire évoluer à des moments précis. Oui. Et vraiment, voilà, c'est le mec, sa gimmick a évolué, parce que les gens ils disent, il est récepteur le mort-vivant. C'est pas vrai. Et même jusqu'à l'American Badass, ça a évolué en plein d'étapes. Il y a eu le Ministry, il y a eu... Même avant. Oui. Parce que déjà, il est en Taker qui vend pas. Ensuite, il vient en mode un peu gothique où il avait la larme noire, souviens-toi, avec les cheveux très très longs, où on commence un peu à l'humaniser. Et que là, il a affronté du Shawn Michael et tout, aux prémices de l'Attitude Era et tout ça, génialissime. Durant l'Attitude Era, il est un peu plus humain dans sa rivalité face à Kane, donc le mec est soi-disant mort, mais on voit qu'il a encore des côtés humains, où il redevient humain, on sait pas trop. C'est jamais expliqué. Là, on le dit plus vraiment qu'il est mort encore. Non, on le dit plus, voilà, c'est vraiment essaie de le faire début. On essaie de l'enlever. Ouais, c'est ça, on essaie de le faire comprendre, en fait, que c'est un mec dark, mais qu'il est pas forcément mort-vivant, quoi. Ensuite, il y a eu le Ministry, donc Taker Satan, même si il a rien fait de notable et que le plan était de la merde. C'est Cara Design, j'ai déjà dit. Puis sa musique d'entrée. C'est une de mes musiques préférées de tous les temps. On est sur Taker, chef de secte, en fait. Chef de secte, et il a vraiment la gueule de Satan, quoi. Ouais. C'est vraiment, il est ultra charismatique, même s'il est gros, il est machin, mais il a hyper la classe, quoi. Derrière, il prend son time-off, il revient comme ce qu'il est dans la vraie vie, donc un motard badass. Ouais, et là, par contre, et puis. C'était parfait. Et quand on l'intronise à la période-là, on dit plus qu'il vient de la vallée des morts, enfin, on dit plus qu'il vient du monde des morts, il vient de la vallée des morts. Oui, il vient de Death Valley, c'est ça. En Californie, je crois, ou en... Non, c'est à côté du Texas, ça, là. Alors, c'est oui, donc c'est Il me semble que c'est à côté du Texas, ça. Oui, la Death Valley, oui. Ouais, voilà. Donc, du coup, parfait. Le mec, il rentre justement dans l'Attitude Era où c'est un soap opéra ultra réaliste. Donc, du coup, il a un personnage réaliste où le mec, en fait, il montre vraiment, entre guillemets, ça l'a sauvé, hein. Pour moi, il a sauvé sa carrière à ce moment-là, même si beaucoup de gens n'aiment pas, American Badass, ça a très très bien marché. Et après, quand il revient... c'est un mix un peu de tout. Ouais. Ça veut dire que il revient en Deadman, on lui remet les pouvoirs. Moi, ça a quand même marché, hein, mine de rien. Même si je pense que je l'aurais pas fait, moi, mais en 2004, il y a les pouvoirs. Hein. Ouais. Et même, il les a eu longtemps après. Sauf que c'est un mix de tout dans son design, dans sa manière de catcher. Donc là, il catch vraiment, donc il vend et tout. Puis c'était une légende, là. Là, c'était déjà une légende. Et ensuite, après, il devient un excellent catcheur avec son personnage du Deadman assumé, mais on sait que c'est le papa des rings, quoi. Tu me permets un petit parallèle qui n'a rien à voir avec le Taker? Vas-y. Ça me fait penser à Coca-Cola. Quand Coca-Cola avait changé la recette du Coca-Cola, ils avaient perdu énormément de chiffre d'affaires, de vente. Et ils sont revenus Quand ils sont revenus à l'ancienne, et hop, ça a tout réexplosé. Et ils en avaient vendu 2 fois plus qu'avant de changer la recette. Ouais, avec le New Coke. Et le Taker, j'ai l'impression que c'est pareil. Ouais, c'est le Taker, quand il était en Deadman, sur la fin, les gens en avaient un peu marre. Il est venu en American Badass et quand il est redevenu en Taker, ça a encore plus marché qu'avant. Voilà, c'est ça. Donc, et en plus, il y avait la mystique autour de WrestleMania et tout ça. Mais, oui. Mais le truc, c'est que lui, il pouvait faire encore de la mystique et des pouvoirs, même dans les récentes, juste parce que c'était la longévité et que c'était une légende. C'était une légende, voilà, parce que c'est le Taker. Tous les mecs qui ont tenté de faire de la mystique pouvoir derrière lui, ça n'a pas marché. Il y a que lui. Lui, c'est un peu bizarre, mais on comprend. Parce que j'en ai discuté un petit peu sur le Discord avec quelqu'un. Au début, il me disait, ouais, non, mais moi, le Taker, je suis pas d'accord. La gimmick, elle était bien. C'était le mort-vivant, zombie et tout. Au début, quand même, cette gimmick, tu te dis aujourd'hui, ça peut pas marcher. Non, que les gens qui ont été même adultes, hein, ou les jeunes surtout, dans les années 90, quand il est arrivé, ils te disent que c'est génial, normal, parce que c'était tout fait pour que ça fonctionne. Et puis en plus, comme on dit tout à l'heure, le bonhomme. Tout était fait pour que ça fonctionne. Mais là, un mec, on sort un mec qu'on ne connaît pas, qui prend cette gimmick-là, ça fait un échec. Vous me ferez pas croire que ça va fonctionner, j'y crois pas. Et par contre, voilà, le mec, il avait tout. Il avait tout. Le grand, il était immense, il foutait la trouille. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. C'est ça. On passe au numéro suivant? Oui. Alors, le numéro suivant, c'est le Godfather. Je crois qu'on avait déjà parlé un petit peu. Oui, mais on avait parlé de sa gimmick plus sur le côté, un peu limité, un peu limite du mec black qui joue un proxénète. Là, du coup, tu enlèves ce côté transgressif. Là, on parle pas du côté comme on avait mais en vrai, on peut pas parler autrement que de ça. C'est vrai. Cette gimmick-là, c'est juste que c'est la définition de leur attitude, quoi. Ça veut dire qu'on casse tout et qu'on va hyper loin et qu'on fait du soap opéra, qu'on fait de la télé-réalité avant la télé-réalité ou le début de la télé-réalité. Ça veut dire un personnage ultra choc. Mais ce qui est fou et ce que je comprends pas dans cette gimmick, c'est que c'est face. Ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Ouais. C'est que le mec a toujours été face. Ouais, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que la gimmick est face. Quand il est devenu heel, c'est quand il était le Good Father. Le Good Father, quand il est passé dans le Right to Censor.
Ça aussi, dans le genre gimmick un peu... Un peu pourri, oui. Enfin, Mais le Godfather, là, ce serait impossible de sortir cette gimmick là aujourd'hui. Et ça aurait été impossible de la sortir avant les Ratitudes. Ouais. Ça aurait pas marché. Non, les gens, ils auraient craché dessus. Ah oui, craché dessus, et je pense qu'ils auraient ils seraient tapés toutes les associations puritaines et machin aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce sera encore pire. Et aujourd'hui, ce sera encore pire. Parce Mais c'est un truc, c'est vraiment creuser dans l'air du temps. Et ce qui est c'est ouf, ce que j'allais te demander dans l'air du temps. quand ils arrivent à le remettre maintenant, c'est juste parce qu'il y a la nostalgie du truc et que c'est un bon gars. On sait que, voilà, le mec qui incarne Godfather, on sait que c'est un bon gars. Parce que les gens, ce qu'ils ont envie, c'est de le voir son entrée, avec souvent, il y a souvent les Des femmes très jolies filles, ouais. des très jolies filles. Quand il avait fait le retour au Rumble, ça avait duré quoi? 10 secondes? Ouais, c'est ça. Donc il fait la fête, il danse avec les nanas, hop, il part par-dessus la 3e corde, et il repart en dansant, voilà, et je pense que c'est la très bonne interprétation, finalement, de sa gimmick. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est un truc, c'est, l'idée est rigolote. L'idée, ce qui est rigolo, c'est que c'est dégueulasse, parce que c'est un proxénète, mais de l'avoir mis de manière fun. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est le proxénète fun. C'est le proxénète fun. Voilà. C'est, mais du talc. ça, on l'a déjà dit la dernière fois. C'est le proxénète dans Hawaii. Ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Comme j'ai dit, il y a des noms qui reviennent, et puis comme ça vous permet, si vous voulez en savoir plus, alors je vais pas vous dire d'aller écouter notre émission sur l'Undertaker, hein, on l'a pas encore fait, mais l'émission sur le traitement des catcheurs de couleur. Non, parce qu'il faut qu'on passe un mois de congé chacun pour les Ouais, voilà, avec le avec le Godfather, comme ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus. Je te propose qu'on passe au numéro suivant, le numéro 4, c'est The Ascension. Désolé pour l'action. Ah, The Ascension, ouais, donc alors pareil, il y a peut-être des gimmicks pour toi qui peuvent être bonnes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah eux, c'est juste, je pense, le booking quand ils sont arrivés dans le roster qui a fait que ça a foiré. Mais NXT, il marchait bien. Surtout qu'on est dans moi, j'adore leur gimmick un peu théorie du complot. Parce que eux, ils jouent vraiment sur les codes. En fait, pour moi, c'est une réinterprétation en rajoutant un truc, on va dire, moderne des Road Warriors. Ou de Demolition. Donc ça veut dire que c'est des mecs considérés comme les nouveaux Road Warriors. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve qu'ils avaient plus de Demolition dans l'idée. Donc c'est des mecs en cuir, un peu dark, un peu machin, avec des peintures sur le visage et tout ça. Et ouais, ils ont rajouté des éléments, comme tu dis, théorie du complot. Théorie du complot. Je crois que t'as l'œil des Illuminati. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, ils prennent une esthétique, on va dire, de complotiste, machin. C'était pas. Eux n'étaient pas complotistes. Ouais, étaient pas dit dans leur gimmick, mais l'esthétique. L'esthétique était dans complotiste. Mais les gens qui leur gimmick, c'est une power team à la Road Warrior, à la Demolition, à la, que s'appelle War Raider, le War Machine avant qu'il devienne Viking Experience et toutes ces conneries là. D'ailleurs, les amis, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu ce monde-là, un peu de la, oui, pas que la théorie du complot, mais un peu tout ce qui est Illuminati, tout ce qui est nouveau ordre mondial, leur Titantron, il était top pour ça. Ah oui, c'est ça, c'est de l'esthétique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils en parlaient pas dans la gimmick. Non, c'était pas le but. Voilà, c'est ça. Et en vrai, le NXT ça a bien marché parce que je trouvais que en plus les gars, ils avaient une certaine. C'est des mecs en solo, ils auraient pas pu marcher pour moi par rapport à leur gueule, mais en équipe ils collaient bien, je trouve. Un mec un peu plus fit mais teigneux et un gros bonhomme. Il y en a un qui était balèze. Un gros bonhomme. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est les équipes que la WWE a toujours bien aimé faire. Ouais, c'est ça. Enfin, le monde du catch, pas que la WWE. Mais ouais, derrière, ils ont absolument pas marché dans le main roster, mais la gimmick, moi, c'est pas qu'elle me plaît, c'est pas que je la déteste, ça me laisse pas non plus de marbre, c'est que quand je les voyais, je trouvais qu'ils avaient un certain style. Moi, j'aimais bien, on en a parlé plusieurs fois, hein. Ouais. Tu te rappelles, il y avait le triangle avec l'œil sur leur pantalon. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimais bien leur look. Moi, j'aimais bien leur design, hein. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est qu'entre cette esthétique assez cool et le fait qu'ils en ont pas trop fait dans le sens cuir, tout ça, à la Road Warrior, où ils avaient des pics, ils avaient des trucs comme ça, eux, ils étaient quand même un peu soft dans l'idée. C'est pas comme où le pauvre Karrion Kross, quand il est passé des NXT, on lui avait mis la tenue avec la croix de Gladiator. Il ressemble à rien, là, où on aurait dit un sadomasochiste avec un casque et tout, ça, c'était vraiment trop dans l'abus. Mais par exemple, The Ascension, ils auraient pu faire partie du Ministry of Darkness. Ah oui, eux, ils auraient, 25 ans plus tôt. C'est ça, eux, dans plein d'époques, ils auraient marché. Hein. Ouais. Enfin, ils auraient marché. Ils auraient peut-être même mieux marché. Ils auraient peut-être même mieux marché qu'aujourd'hui. Justement parce que mais ce qui est ouf avec le public NXT, je vous inquiétez pas, je vous ai promis une émission sur NXT Black and Gold où je vais faire un heel turn de mon heel turn, hein. C'est quand même ouf que ces mecs-là, justement, ont marché dans cette époque-là. Parce que, justement, c'était pas du tout le public visé d'avoir une équipe comme ça. Voilà. Mais, ça accroche auprès du public. Est-ce que tu penses que si, justement, on avait monter le curseur sur tout le côté complotisme et tout ça, est-ce que ça aurait peut-être mieux marché en main roster? En vrai, je pense que oui. Peut-être. Je pense que oui. Souviens-toi, c'était pas du tout l'idée, mais ça en parle un petit peu. Le Sami Zayn heel qui était complotiste
Ouais. qui était en conspiration et machin. Ça avait bien marché, ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça se trouve, peut-être que là, ils auraient pu mettre le. Oui, ils auraient pu foutre la Shen-Shen, en fait, il faut dire Booking, la Shen-Shen, en bras armé de Sami Zayn, qui dit qu'il est dans une conspiration et qu'il a trouvé les bons mecs pour trouver les complots, quoi. Ah, ça aurait été pas mal. Ça aurait été rigolo. Ça aurait été pas mal. T'aurais dû faire Booker, hein. Ouais, j'aurais pu, ouais. Pas Booker T, hein. Désolé, c'était nul. Je suis désolé. Non, mais j'ai pas le trademark. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, numéro suivant, ça va être très court. C'est parce que moi, j'ai aucun souvenir de lui, mais c'est un nom qui m'a été donné dans le Discord. C'est The Red Rooster. Ah, le Red Rooster, c'est Moi, le poulet. Oui, c'est ça. Bah, t'as tout dit. C'est le poulet. C'est le poulet. C'est la dinde. Ouais. C'est la dinde, en Et à fait. quel moment tu penses que ça va marcher? Non, mais même dans les années, alors que c'est dans les années 80, le pire, c'est ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait un œuf et qu'ils ont teasé ça pendant plusieurs semaines, où il y avait un œuf, en fait. Oui, c'est ça, c'est le Red Rooster. Attends, je confonds. Non, t'es en train de me flinguer. Non, c'est pas le. Ah non, il y a le Gobi Booker Ça, et le c'est Red autre Rooster, chose. pardon. Ça, c'est autre chose. Le Non, Red le- Rooster, c'est pas l'œuf. Le Red Rooster, on a l'impression vraiment que c'est une blague pour se foutre de la gueule du mec qui on l'a incarné, moi j'ai l'impression Ouais, plutôt. je pense que c'est ça. Parce qu'en Moi, je plus, connais c'était- pas assez sur ça parce en- que c'est dans les années 80. En plus, c'est le Red Rooster, c'était qui? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Hein. C'était Taylor? Tu veux que je mette pause et que je regarde? Ouais. Donc tu dis le mec ressemblait. C'était qui? C'était bien Terry Taylor. Ouais, c'était celui que tu disais. Et Voilà, le gars, il a mis une crête de qui coq. est un bon entraîneur, qui a Ouais. été entraîneur au Performance Center, je crois qu'il y est toujours, où il est entraîneur à la TNA ou un truc comme ça, donc je sais plus où il est entraîneur, mais c'est un catcheur qui était bon, on va Oui, dire. c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui non plus, mais ouais, cette gimmick, quoi, le mec a une veste rouge avec des ailes de poulet, il a une crête de poulet sur le crâne, je comprends pas cette gimmick, même si on est dans les années 80, que c'est hyper coloré et tout ça, j'ai l'impression vraiment que c'est pour se foutre de sa gueule, moi. Hein. Ah, il y a moyen parce que le gars, il a Parce que je l'ai pas du tout connu, donc j'ai pas du tout connu cette période. J'ai pas spécialement regardé le Red Rooster. Je crois que c'est dans les années 80. Oui, c'est dans les années 80, mais je comprends pas cette idée en fait. Vraiment, ça, je comprends pas cette idée. Dans aucun monde, pour moi, ça aurait pu marcher, quoi. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe Parce que tu vois, il y a des gimmicks qui peuvent être sauvés des fois par le catcheur ce qu'on disait tout à l'heure, qui va l'incarner. Des fois, c'est des choix de booking, mais là, il y a rien qui va. Même avec un bon choix de booking, tu peux pas mettre ça, tu peux pas sauver ça. Et le seul truc qui a fait qu'il était à la télé, je pense, avec un personnage comme ça et qu'il a dû avoir un peu d'exposition, c'est qu'il était lié à Bobby the Brain Heenan. D'accord, ok. Qu'il était dans la Heenan Family, quoi. C'est pour ça que ça l'a un petit peu sauvé. Mais ouais, la gimmick là. Ah, mais je t'ai dit, j'ai voulu Bah, choisir. désolé, je t'ai cassé un prochain nom, mais on parle de poulet, là, on va avoir une dinde, mais Non, mais moi, après, j'ai vraiment choisi des gimmicks un peu de tout. Parce que je sais qu'on va parler de très très gros catcheurs, hein, par rapport à leurs gimmicks. ouais. Tu vois, là, déjà, l'Undertaker. Mais c'est pour ça que je veux vraiment que tu sortes du talent in-ring. Ouais. Sinon, on s'en sort pas. Là, le numéro suivant, on en a déjà un petit peu parlé. Ça va vous permettre d'aller voir la vidéo sur les 1000 quarts d'heure d'euros, si vous avez envie. Bah, c'est Eugene. Cette gimmick de Eugene, pour moi, alors toute proportion gardée, c'est comme l'Undertaker. C'est le bon gars pour l'incarner. Ah oui, par contre, oui. Ah oui, c'est le mec qu'il fallait pour l'incarner. Ah oui, Nick Dinsmore qui est encore... Non, il y est plus. Il est plus... Non, on avait regardé quand on avait fait l'émission sur les 1000 quarts d'heure d'euros, parce qu'il avait eu des petits soucis Ouais. backstage. Voilà, mais ce mec-là, ouais, lui, on lui a donné le truc, franchement, on dit tu vas faire un trisomique dans le ring. En T'arrives gros, le c'est ça. matin au boulot. T'as la machine à café. On te dit tu vas incarner un triso. Voilà. En plus, on va pouvoir mettre à tacle à Eric Bischoff. C'est ce que j'allais dire. Comme il prend son chèque, il fermera sa gueule, il va l'accepter en disant que c'est son neveu. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme quoi, dans la famille d'Eric Bischoff, Sauf que c'est des Gaulemons. de temps en temps, il y a des fils qui se touchent. Voilà. Donc, mais le mec, je pense que personne n'aurait pu lui piquer la gimmick tellement il l'incarnait bien, quoi. L'overness. L'overness, parce que ça a marché. Moi, Ça a marché. Alors, encore une fois, ça c'est ouf que c'est marché autant. parce qu'il y a un truc qui est très important de dire sur Eugene, c'est Triple H qui a voulu aller avec lui. Oui. Dans la rivalité. Oui. Parce que Triple H voulait prendre l'overness d'Eugene. C'est pour vous dire à Et ce quel qui est point. dommage, c'est que ça a fait je l'avais déjà dit, ça fait un flop à SummerSlam parce que, en fait, le public se retourne sur Eugene et il pop pour Triple H. Oui, mais alors, tu te rappelles, on avait eu quelqu'un qui nous avait donné la réponse. Oui, la réponse pourquoi? Parce qu'en fait, le prix des places était hors de prix. Oui, oui. Alors, t'imagines aujourd'hui? Ah ouais. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, Cody Rhodes, il lui balance tout dans la gueule, hein, parce que les gens, ils pètent les câbles, hein. Mais pour revenir sur la gimmick de Eugene, ça joue sur les films qu'il y a eu dans les années 90-2000, où très souvent il y a quelqu'un qui est ou attardé mental, pardon, ou qui est trisomique ou qui est machin, et qu'en fait le mec est ou soit un génie, soit qui a une force démentielle. Et en fait, du coup, c'est ce qu'ils ont mis dans le ring. Il y a le film Radio que j'aime beaucoup pour ça, Ouais. où c'est justement un enfant un petit peu à qui il manque un petit peu dans l'intelligence, qui est un petit peu plus, je sais pas, je vais pas trouver un terme, un beau terme, Ouais. qui est un petit peu déficient mental, voilà, Ouais. et qui se retrouve à entraîner une équipe de foot. Ouais. À faire partie des groupes pour entraîner une équipe de foot. C'est très sympa. Et Après, ben là, on retrouve ça, après, j'ai envie de te dire, les plus connus, il y a Forrest Gump. Ah bah Forrest Gump, c'est... Voilà. Et j'en avais un autre en tête aussi, Il y avait assez une série. récent, il y a eu Very Bad Trip. Oui.
Very Bad Trip, je me rappelle plus. Ah oui. Celui qui a la barbe aussi, il est attardé, machin, mais c'est un génie, c'est lui qui permet de les sauver à Las Vegas. Quand on était gamin, dans les années 90, il y avait la série Corky aussi. Oui, Corky, oui. Il y avait la série Corky. Et c'est vrai que ça reprend un petit peu tous ces codes-là, Eugene. C'est exactement tous ces codes-là. Donc du coup, en fait, c'est que le mec est neuneux. Il est ultra sympathique auprès des gens. En plus, la musique, merci Jim Johnson. La musique, elle est exceptionnelle. Ouais, bah oui, merci Jim Johnson encore. La guitare. Voilà. Donc le mec avait la bonne bouille. Il a une bonne bouille, il paraît sympa. Et puis, il te refaisait toutes les prises de finition des plus grands catcheurs de l'histoire. Tu me coupes, c'est ce que j'allais dire. Et c'est ça, qu'en fait, ça aide. C'est que déjà, il y avait l'apparence, et ensuite, on se demandait ce qui allait se passer dans le ring. Et en fait, dans le ring, justement, c'est ce cliché-là, où en fait, comme il est neuneux dans la tête, par contre, il est ultra fort, et en fait, comme il est fan de catch, il va utiliser toutes les prises de tous les catcheurs, mais il a une force démentielle. Et donc, du coup, en fait, ça marchait, quoi. Puis il y avait un bon duo aussi avec William Regal. Que William Regal avait pris sous son nez. Voilà. Ouais, franchement, c'était cool. C'est ça. Donc, je pense qu'aussi, les gens, ça leur rappelait un petit peu l'époque avec Tajiri. Ouais, toute proportion gardée. Je dis pas que Tajiri est neuneux. Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, les gens commençaient à savoir que William Regal, c'était un daron du ring. Et donc, du coup, de prendre entre guillemets, un pauvre gars sous son aile, machin, c'était mignon, en fait. Ouais. Et puis, il est important, et après, on passe au suivant. Il était important aussi dans le match, tu te rappelles, où il vient sauver Chris Benoit. Bah, dans le match, ouais. Ouais, c'est un truc de fou, quand même. Ouais. Ce mec-là, on en a fait plus que ce qu'on aurait pu faire avec sa gimmick. On l'a mis aux côtés d'Hulk Hogan, il a eu des sacrés trucs, quand même. Ouais, et puis, il a quand même eu, il a une victoire face à McMahon. McMahon a accepté de perdre face à Eugene. En même temps, McMahon, il perdait tous ses matchs, hein. Oui, mais, tu peux dire McMahon, bon, oui. Non, mais, il a affronté du McMahon, comme on a dit. Il a été c'est ce que j'allais dire, aux côtés d'Hulk Hogan. Il a battu, Kurt Angle pour ses médailles, mine de rien. Hein. Une fois ou deux, non? Ouais, 2 fois même. Même dans la ville natale de Kurt Angle, tu le dis dans l'émission. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est quand même, il était vraiment over. Hein. Et enfin, justement, programme face à Triple H, aux côtés de The Rock. Bah, après, c'est son apogée. Après, ça redescend parce qu'en fait, cette gimmick-là, le problème, c'est que tu peux rien en faire sur la durée. Exactement. C'est qu'en fait, sur un moment T, donc au moment donné, ça a marché, ça a donné de l'overness, mais c'est compliqué de la faire perdurer devant le temps. Après, il y a désolé, parce que je pense qu'il est pas dans ta liste, donc ça va me permettre d'en parler d'une autre gimmick qui est actuellement à l'AEW, où c'est le mec le plus over du roster, où tu te dis, c'est un truc qui va être marqué dans le temps. Parce que c'est une gimmick tellement what the fuck qu'en fait... Orange Cassidy. On en a parlé la dernière fois. Orange Cassidy, tout le monde, quand on l'a vu arriver à l'AEW, on a dit, ça va être un moment fun, on va l'avoir pendant quelques temps, et en fait, après derrière... Il catch avec les mains dans les poches, c'est ça? Ouais, en fait, c'est le flemme man, en fait. Le mec, il a la flemme partout, il parle pas, et il met son pouce, et il arrive même pas à lever son pouce tellement il a la flemme, il catch les mains dans les poches, mais en fait, le mec, d'un coup, dès qu'il se réveille dans le ring, c'est un super catcheur. Et il est foufou. Et en fait, Tony Khan a réussi, et les fans AEW qui l'ont suivi jusqu'au bout ont rendu ce mec-là ultra fort. Il a eu l'un des meilleurs règnes d'un titre intermédiaire à l'AEW. Il est encore ultra over, il a fait son tour il y a pas longtemps, la pop elle est démentielle, et le mec n'a pas changé de gimmick. Et ça marche. Ouais, non, mais des fois, des fois, il y a des exceptions. Orange Cassidy, pour ce genre de gimmick-là, est une exception. Mais Eugene, ça aurait pas marché dans le temps. Non, c'était pas possible. Je pense que Eugene, ils en ont fait plus que ce qu'ils pouvaient en faire. Ouais, c'est un overachiever. Les gens ont bien accroché. Moi, j'aurais donné un titre, quand même. Un titre intermédiaire. Ouais, genre un titre intercontinental. Le faire courir autour du ring avec le titre dans les mains, en faisant les bras, et je pense que les gens auraient été contents, et ça aurait été un feel good moment. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, là, le numéro suivant, je pense que tu vas me faire ça très vite, c'est Sub-Zero. Quelle idée de nous sortir le glacier. Quelle idée de nous sortir le glacier à la WCW, quoi. Quelle idée. Alors il arrive quand, le glacier? Ça doit être 99-2000, de toute façon, ça doit être Rousseau, ça. Alors là, me demande pas. Hein. Je pense que ça doit être Rousseau. T'es sûr, il y a pas un glacier Goldberg dans la streak de Goldberg? Ah, peut-être, ouais. Peut-être, hein. Ah oui, donc ça veut dire que c'est pas Rousseau. Je pense que c'était juste la WCW. Et Robocop, c'est pas Rousseau. Hein. Non, bien vu, c'est pas Rousseau. Donc, excuse-moi, Vince. Voilà. Ce sera la seule fois de ta vie où tu vas t'excuser auprès de Rousseau. C'était surtout que, en fait, c'est à l'époque où la WCW marchait tellement, il y avait tellement de pognon qui touchait tout le monde, où j'avais dit que c'était la fédération numéro 1 dans le monde, ce qui était vrai. Je pense que juste, ils se sont dit, il y a peut-être moyen de gratter un billet sur les fans de jeux vidéo, on va leur mettre un truc, ça va leur faire tilter. Peut-être qu'ils ont eu un petit partenariat avec Midway à l'époque. On en avait déjà parlé dans les quarts d'heure, voilà, et donc, on s'est dit à un mec, tiens, vas-y, tu vas incarner un personnage de jeu vidéo, tu vas incarner Sub-Zero. Je crois que ce mec-là n'a jamais eu de feud, hein. Non, j'ai pas le souvenir. Je crois qu'il n'y a jamais rien eu de... Mais c'est, là, après, là, on est vraiment sur des gimmicks un peu what the fuck, tu sais, j'en ai mis quelques-unes, mais ça, c'était vraiment de la merde. Bah ouais, par contre, le mec avait, entre guillemets, le cosplay était bon. Oui. Il avait de la gueule, le mec. Oui. En plus, ce mec, c'est quand même un mec un peu badass, un peu machin, tu vois. J'ai plus son nom, on s'en fout. Mais je vois pas comment ça aurait pu marcher. De toute façon, il aurait pas pu cracher de la glace, quoi. Hein. Non, puis de toute façon. Parce que, souviens-toi que quand ils ont voulu utiliser de la glace, ça a fait liété, hein.
Putain de tas. Alors, le Yété que je n'ai pas mis. C'est bon. On en a pas. On va encore en reparler quand on fera Sting, quand on fera. Ah, le Dungeon of Doom, le Yété. vous allez le bouffer. Si, hein. on va en dire quand même quelques mots un peu plus tard du Dungeon of Doom, mais très rapidement. Mais ouais, le Yété, c'était vraiment de la merde. Bah, si je voulais faire des messages sur les gimmicks, on aurait pu juste de parler de Brutus, hein. Bah oui, oui, mais comment il s'appelle? Notre ami Sturi l'a tellement bien fait que Ouais. j'ai pas voulu marcher sur ses plates-bandes et faire quelque chose de meilleur que lui. Surtout qu'il l'a affronté dans le ring. Ça va, c'est bon, tu m'as pas entendu. Voilà. T'as pas entendu ce que je viens de dire? Si. Si, ok. Non, oui, il l'a affronté dans le ring. Là, je te propose qu'après le prochain numéro, on fasse une petite pause parce que là, c'est un numéro où tu vas pouvoir en parler un petit peu plus. Ok, vas-y. Là, on est pareil sur une gimmick complètement what the fuck et qui a marché au-delà de toutes les attentes. Bah, c'est Goldust. Ouais, alors que ça a pas marché autant que ça aurait dû marcher. Tu comprends mon cheminement? Oui, ça a marché plus que ça, que ce qu'on sait que ça marcherait, mais ça aurait même pu encore faire mieux. Parce que il serait arrivé 1 ou 2 ans après. En pleine attitude era. Ouais, ça aurait été, je pense que là, c'est que mon avis, ça aurait été l'un des fers de lance de la attitude. Carrément. Ouais. Tu penses qu'il y aurait même eu des matchs pour le Parce titre avec que lui? tout le monde le dit maintenant, les spécialistes, entre guillemets, du catch, disent Tu en fais que partie, c'est- mon Messiah. Ouais, disent que c'est l'arrivée non officielle de la attitude Goldust. Parce que ce personnage, Alors, on est putain, plus dans le personnage cartoon Ah, de la il Hoganière. fallait aller le chercher celui-là. Hein. Parce que je le redis, ce que c'est, la gimmick de Goldust, c'est un critique de film, de cinéma, bisexuel, complètement fou. Voilà, en gros c'est ça. Donc le mec, il est pâturluré, ses mimiques, le pareil de Les Dustin Rhodes. mimiques! De toute façon, Dustin Rhodes, il catch encore aujourd'hui et il est encore exceptionnel. Hein. Les Dustin- mimiques! Là, on est sur le mec, c'est même plus Il a eu un peu de mal au début. Ouais, de bah, comprendre le truc. fallait la Et sortir. il fallait l'incarner. Hein. Fallait Mais par l'incarner. contre, dès qu'il a pu l'incarner, toutes les apparitions de Goldust, que ce soit récent ou à n'importe quel moment, le mec est dedans. Le mec, le mec a réussi à faire oublier le nom Rhodes, en fait. Ouais. Il a fait oublier qu'il était fils de Ce qui est de énorme. Rhodes. Ouais. Ce qui est énorme. Il a vraiment, parce que le mec a réussi à signer à WWF, alors que quand même Vince McMahon déteste Dusty Rhodes. Lui, il a réussi à sortir parce qu'à la WCW, avant d'arriver à la WWF, il était portrait comme le fils de Dusty Rhodes. Émission un jour sur Goldust. Franchement, Non, sur Dusty Rhodes. bah, sur la famille Rhodes. Ouais. Complet. Non, mais attends, c'est Dustin ou Dustin, lui? C'est Dustin, lui. Émission sur lui aussi. Parce que tu sais, quand on disait de faire des émissions Bah, sur l'émission sur des catcheurs- Goldust, bah, sur Dustin Rhodes complet, Oui, franchement, sur pour- Dustin Rhodes complet. franchement, je serais chaud, hein, parce que c'est ouf. Et donc, ouais, pour revenir sur la gimmick, il a réussi à l'incarner parfaitement, alors qu'elle est quand même complètement what the fuck. Il a été très très loin, justement, avant les Et ratitudes. avec, comment il s'appelle? Notre catcheur préféré. Big T. Avec Ahmed Johnson. Avec ça a Ahmed été Johnson, Super loin. avec Razor Ramon, où il Quand il caressait fait les poils. C'est et lequel machin. qui fait le bouche à bouche? C'est Ahmed Johnson. C'est Ahmed Johnson. Voilà. Fallait Voilà. y aller quand même. Avec Razor Ramon, qui est le gros macho poilu, le cubain, le machin. Lui, il lui faisait des ceintures arrière, il lui caressait les poils, il allait hyper loin. Après, il a eu Marlena. On a la gonzesse qui était avec lui était vraiment aussi, elle avait une gimmick avec ses énormes cigares, Oui. machin. Et après, une fois, on le retrouve en string aussi. Bah, face à Roddy Piper, à WrestleMania 12. C'est ça. Ou dans le First Continuer, où à la fin, il le déshabille, il est en petite tenue en dessous. Oui, mais en Voilà, string. le Oui, soutien-gorge et tout, hein. soutien-gorge, ouais. C'est vraiment, il a incarné le truc à la perfection. Cette J'adore gimmick, cette elle est gimmick. vraiment, elle est vraiment loin. Et toute l'esthétique, son entrée. Ouah, Son entrée avec la musique géniale, ouais. production. Voilà, la musique génialissime, tout en doré, la perruque qu'il enlève, machin. Le finisher. Tu te Bah, toi, rappelles tu du l'adores, finisher, hein, le Shattered Dream. chat, ça c'est sympa ça. Il le fait encore aujourd'hui. Hein. Et ça c'est tellement, mais c'est Voilà. tellement simple. Voilà. Le beau coup de pied dans les valseuses qui fait plaisir. Et ce mec-là, en fait, ce qui est énorme, c'est qu'il a gardé cette part. Actuellement, il est plus Goldust, mais à la EW, il a toujours la partie, il l'appelle natural pour rappeler ses origines de Styrode et tout ça, mais il est toujours un peu pâturluré. Et d'ailleurs, il me semble qu'il pouvait plus le faire. Moi, quand je regardais Raw en 2003 ou 2004, je crois qu'il pouvait plus trop le faire, le Shattered Dream. Parce que le gros coup de pied dans les burns, c'était un peu censuré, je crois. Ah, peut-être, ouais. Ça me parle que... Mais voilà, il y a eu des dérives, hein, il y a eu des mauvaises choses avec, par exemple, Stardust. Ils auraient pu s'en passer. On en parlera tout à l'heure. Ok, voilà. Pas de Stardust à proprement parler, mais on parlera tout à l'heure de son frère. Ouais, ok. Mais Et si tu veux que je parle de Stardust. Non, bon, tu veux dire quelque Voilà. chose sur Stardust. bien Parce sûr. que Stardust, l'idée, je la comprends. Sauf que c'est arrivé, à mon avis, au très mauvais moment. Parce que le Brotherhood, quand ils étaient en équipe, quand ils avaient battu le Shield et tout, ils auraient pu en faire un truc de fou furieux. Et derrière, ils en font ils transforment Cody Rhodes en une parodie de son frère. Il a tout fait pour Cody, par contre, parce qu'il incarnait bien Stardust. mais c'est derrière. compliqué de parodier une parodie. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais il a tout fait Ah pour, oui, et non, tout, les mais gimmicks et tout, il a tout fait. comment Goldust. Cody, Ouais, mais ça aurait pas pu marcher.
Ça marchait plus à cette époque-là, on était en pleine ère 2014. Ça mais tu sais, Dustin Rhodes, il me fait penser à ce qu'on avait dit sur Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, on avait dit ce mec-là, il aurait pu faire n'importe quel sport. Et ben je pense que Dustin, il aurait pu faire du cinéma, il aurait pu faire écrire des livres, il aurait pu. Lui, en termes de créativité, je pense que ça doit être costaud. Mais le pire, c'est que la technique vient pas de lui. Hein. Oui, mais en termes de jeu d'acteur, en acting, c'était quelque chose quand même. Fallait le faire. Hein. Mais de toute façon, ça se voit, sa longévité. Le mec, ça fait 4 décennies qu'il catch. 4 décennies. Vous vous rendez compte? Parce qu'on parlait dans les vidéos de Kane où on disait il a une longévité de fou. Goldust, il a commencé à catcher dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020. 5 décennies. 5 décennies, excusez-moi. Donc c'est impressionnant où le mec a eu enfin un titre solo après 14 ans. Hein. Donc c'est la classe. C'est un pilier. Je pense que ce mec-là, dans le vestiaire à la EW, il est précieux. Ouais. Vraiment, il est précieux. Et pas par rapport à son personnage. Pas par rapport à son personnage. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, Goldust, immense respect pour ce mec. Et vraiment, c'est une gimmick sortie. Celle-là, elle est vraiment... À part dans un film, et même dans un film... Mais c'est ce que je te dis. C'est vraiment... Non, pour moi, elle pourrait être que dans le catch, cette gimmick-là. Parce qu'en fait, elle mélange tellement de trucs sortis de l'espace pour en donner ce mec-là... que c'est un coup de génie. Goldust, c'est vraiment un coup de génie pour moi. Et puis, mais c'est encore une fois, encore une fois, si on fait du France Daisy Booking, s'il serait arrivé 2 ans après, moi, franchement, de voir le mec là champion du monde à l'attitude, j'aurais pas dit non. Hein. Ah ouais, non mais il aurait pu. Hein. Mais encore une fois, là, lui, c'est encore. Moi, j'ai même l'impression que c'est encore plus que l'Undertaker, le bon gars, la bonne place, la bonne gimmick. Hein. Bah pour moi, ils sont équivalents tous les deux. Lui, il fallait parce que l'Undertaker, il avait pas besoin de vendre entre guillemets. C'était dur la gimmick de l'Undertaker, mais tu devais pas vendre, tu devais rester stoïque, froid. Lui, t'imagines ce qu'il fallait faire quand même pour la vendre, la gimmick. C'est ça. Hein. Fallait y aller quand même. Hein. J'espère que la prime, elle était bonne. Hein. Je te propose un dernier nom qui va aller assez rapidement et on fait ta première pause. Vas-y, c'est bon. Là, je te dis, alors, tu sais quoi, je te fais une petite devinette. C'est le catcheur qui est le plus, comment dire, qu'on pense le plus à sa gimmick plus qu'au catcheur. À sa musique plus qu'au catcheur. Oh putain, il y en a plein. Vraiment, le summum du truc. Parce que là, je pensais à Bobby Roode, quoi, avec Glorious. Non, oui, il y a Bobby Roode, mais Bobby Roode, bon, sa gimmick, c'est un triple H. Non, vraiment, sa musique d'entrée, elle est considérée comme la meilleure de l'histoire. Enfin, c'est un clan, mais... Ah, tu parles de Gangrel. Ouais, voilà. Ok. Oui, tu me parlais de la musique du Brood. Ouais, Gangrel. Bah, Gangrel, le truc, c'est marrant ce que je vais dire, mais c'est pas une gimmick. C'est lui. C'est lui. Ouais, il était un peu tapé, lui. Bah oui, parce que le nom Gangrel, il est trademark. Oui. Les dents de vampire, il a été se les faire de lui-même avant même d'arriver au catch. Il s'appelle vraiment Gangrel, cet abruti. Je crois qu'il fait partie du club fermé. Il fait partie du club fermé que j'aime bien. Ouais, voilà. Et ça, c'est... Voilà. Et c'est que le mec là, en fait, il a incarné un vampire de comics, en fait. C'est son truc, quoi. Ça a toujours été son truc, ce côté mystique, côté machin. C'est-à-dire que Kevin Thorne. C'était... Mordecai. C'était... c'est la même personne. Alors là, on est bon pour faire le numéro 10 avant la pause. Hein. C'est Mordecai le prochain. Ah, mais Kevin Thorne, il jouait vraiment un vampire. On est d'accord. Oui. Alors que Gangrel, c'était un vampire de comics. Oui. Il y a une nuance entre les deux. Bah, il y en a juste un où le gars, il a incarné le truc parce qu'il y croyait vraiment, et l'autre, on lui a donné cette gimmick-là après Mordecai. Puis Gangrel, c'est aussi l'époque peut-être de Blade. Du film Blade. Non, Blade, le film Blade est sorti après. Hein. Après, mais c'était un peu l'époque. Oui, il l'avait déjà, lui. Parce que t'imagines Gangrel à l'époque où là, 10 ans après, quand les vampires sont redevenus cool. Mais il aurait peut-être cartonné parce qu'il avait vraiment. Il avait pas. Mais est-ce que je pense pas parce qu'en fait le truc c'est que la mode des vampires qui arrivait plus tard, c'est qui a commencé avec Anne Rice aussi avec Brad Pitt et tout le fameux film Entretien avec un vampire. Merci. Et ça c'est un peu plus. Et derrière Twilight, derrière True Blood. Entretien avec un vampire et Twilight c'est plus loin. Hein, oui, non mais quand je dis entre tous ces trucs là que ça a commencé par Anne Rice et que ça a évolué, c'est que c'était des beaux vampires. Oui, c'était des beaux gosses. Il fallait que ce soit Cody Rhodes le vampire. Voilà, exactement, voilà. Gangrel, lui, c'est vampire de comics, donc c'est un vampire terrifiant. Le gars est pas beau. Le gars, il a une tête à catcher à la ECW, désolé. Oui. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Il serait arrivé plus tard, on serait foutu de sa gueule, on aurait dit c'est une parodie de vampire. Oui. Il aurait pas marché chez les jeunes qui seraient tombés dans True Blood. Parce que on est à l'époque où les vampires, il fallait qu'ils soient beaux, il fallait qu'ils soient. Oui, c'est vrai que c'était le miné vampire, j'ai envie de dire, le petit miné vampire. C'est ça. Alors que Gangrel, c'est le passage entre la BD comics États-Unis et Nosferatu. Voilà. Donc les dents de vampire ultra abusées, machin et tout ça. D'ailleurs, les amis. Avant qu'on fasse la pause, on reprendra sur Mordecai, comme ça vous le savez, on va faire la pause maintenant. On parlera de Mordecai et de Kevin Thorne, c'est la même personne. Voilà. Mais si vous aimez bien lire, moi je vous conseille justement de lire Dracula de Bram Stoker. Moi c'est un de mes livres préférés. Ouais, c'est un très bon livre. C'est un super livre.
Donc, mais ça y est, on finit notre pause. Bon, bah, du coup, le numéro 10, on l'a dit, c'est Mordecai. Ouais, ah bah, je vais aller très vite, parce qu'après, il est devenu Kevin Thorne, justement. Donc, ce mec-là, ils ont voulu en faire un anti-taker. Quand tu arriveras sur Kevin Thorne, j'ai un petit truc à dire aussi. Ouais. Ils ont voulu en faire un anti-taker. C'est un taker blanc. Un taker blanc. Donc, je pense qu'ils avaient vraiment l'idée de le mettre en rivalité avec lui. Je pense que c'était l'idée. En plus, le gars a un bon physique, il a une bonne gueule, celui qui a incarné Kevin Thorne et Mordecai, je trouve qu'il a une bonne gueule. Ils l'ont fait squasher plein de gens et tout. Il fait peur. Il fait peur. Ouais, voilà. Il a une bonne gueule qui dégage dans le personnage. L'idée de Mordecai, je la trouve sympa, moi, dans l'idée. Vraiment, le taker blanc, là. Mais pareil, ça n'a pas été suivi, et je pense que c'est juste que c'est arrivé dans c'est arrivé dans la PG era, et peut-être pas au bon moment, en fait. Parce que, sur ce moment-là, il prenait zéro risque. Voilà, c'est ça, c'est, comme je dis souvent, c'est la WWE endormie. Et en fait, ce mec-là, s'il voulait vraiment le faire fonctionner face au taker, il fallait le mettre cash. Donc, lui, limite. De sortir de nulle part et le faire. S'ils voulaient vraiment le faire fonctionner. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont eu cette idée, les scénaristes ont dit, on va le mettre de manière tiédasse, on va voir le retour des gens. Et en fait, Vince McMahon, il a dit, oh, je m'en bats les couilles. Je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Au bout d'une semaine, il a dit, vas-y, stop, on arrête. C'est qui, Mordecai? Ouais, c'est limite ça. C'est limite ça. Et je pense que, voilà, de ressortir, encore une fois, on va revenir sur ce vieil adage, à part le taker, les gimmicks mystiques, à une certaine époque, ça marchait plus. De toute façon, ça aurait pas pu marcher. Donc là, c'est à moins de le faire défoncer le taker en 2 minutes, sorti de nulle part. Peut-être que là, ça aurait pris, et c'est même pas sûr. Hein. Ce qu'ils ont fait avec un catcher qui n'était pas du tout mystique et pas du tout comme ça, c'est le Red Cage. Oui, qui était géant, mais là, ça marchait, parce que le mec était réaliste, il était géant, voilà. Les autres trucs, tu sais, les taper un peu avec des physiques de monstres, qui étaient même pas sans mystique, dont ont pas forcément marché. Vladimir Kozlov, Lars Sullivan, ça a pas marché non plus. Ouais. Et pourtant, ils étaient pas mystiques. Et tous les mecs mystiques, le plus connu, c'est Bray Wyatt. Ouais. C'est dès qu'on a commencé, oui, je pense qu'il va être dedans. Mais dès qu'ils ont commencé à en faire un truc mystique, c'est là où pour moi ça pouvait plus marcher. Eh ben, de toute façon, c'est pour ça que je veux qu'on en parle de ça. Ouais. Ah oui, sur Kevin Thorne. Kevin Thorne, c'était parce que la nouvelle ECW de merde était sur la chaîne Sci-Fi. Oh, bah, j'ai plus rien à dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que je voulais dire. Ah bah voilà, elle était et Sci-Fi qui est une chaîne un petit peu science-fiction, film d'horreur, des trucs comme ça. Pour vous donner une idée, parce qu'il y avait un zombie, souviens-toi, oui. À l'ECW. Et pour vous donner une idée un peu de Sci-Fi, l'ambiance qu'il peut avoir sur Sci-Fi, c'est si vous regardez la série Resident Alien, et ben c'est vraiment l'ambiance de Sci-Fi. Moi je connais pas, mais ceux qui connaissent. Voilà. Donc Kevin Thorne, c'est vraiment une gimmick qu'on a donné à ce mec-là parce qu'on n'avait pas le virer, c'était un jeune machin, il a un beau physique. Sa partenaire qui faisait le vampire avec lui, c'était sympa. Oui. Ça m'a trouvé que le duo fonctionnait bien. Mais lui, quand je le voyais faire des matchs, il était pas si mauvais que ça. Dans le ring, ça allait. C'est juste que je trouvais, je dois être l'un des seuls comme ça, mais quand je voyais Kevin Thorne arriver avec sa manageuse et ensuite dans le ring, dans sa tête, je chantais qu'il avait pas envie d'être là. Ah oui, la gimmick lui plaisait pas. J'avais vraiment l'impression qu'en fait il arrivait pas à l'incarner, qu'il avait pas envie d'être là en fait. Bah lui par contre on est vraiment sur le vampire style Bram Stoker. Voilà, oui c'est ça. On est vraiment sur le vampire un peu côté gothique, voilà, bien sûr. C'est vraiment le vieux truc. Mais c'est pas marché. Et c'est vraiment une gimmick pour Sci-Fi, c'est sûr. Ça de toute façon ça avait été dit. Hein. Voilà. Numéro suivant pour moi, à mes yeux, c'est la pire idée de gimmick qu'il peut y avoir. On en a parlé dans l'émission sur Kane, on en a parlé dans l'émission sur Razor Ramon. Faut Kane, faut Razor Ramon, faut vraiment... Comment tu peux te dire que ça va marcher? Et comment tu peux dire que c'est une bonne idée? Bah, je pense que vraiment, il avait tellement la rage, McMahon, qu'il a dit, je vais essayer de faire oublier Je suis un petit artisan, on va me mettre sur la paille. Non, c'est, les deux ont commencé dans la fédération concurrente, les gimmicks m'appartiennent, bah, je veux faire incarner ces gimmicks pour que ces mecs-là, ils soient, comme en fait, ils gardaient les outsiders gardaient leur gimmick, en fait. Ils étaient en mode réaliste, mais Scott Hall, il jouait Razor Ramon, il parlait comme Razor Ramon, Kevin Nash, il parlait comme Diesel, voilà, c'était les mêmes, en fait. Et en fait, il s'est dit, c'est mon idée à moi, c'est mes gimmicks à moi. Mais Diesel et Razor Ramon, c'est ses idées, c'est à moi. C'est à moi, donc du coup, je vais réutiliser les gimmicks, comme ça, on va bien différencier ces deux mecs-là de mes gimmicks. Mais c'est une idée de merde, mon gros. Hein. En plus, on les fait introduire par un heel turn à chier de Jim Ross. Ça, je l'avais pas dit, donc du coup, je le dis maintenant. Donc c'était nul, où il les a présentés au début en disant que les mecs, c'est pas des imitations, je sais plus trop quoi ce qu'il dit. Ils ont laissé tomber Jim Ross au bout de 2 semaines, et en plus, autant Kane, il avait du talent, il a réussi à fonctionner derrière, le pauvre, mais par contre, comme j'avais dit, le mec qui incarnait Razor Ramon était bien nul à chier. Ouais, ça tu l'as déjà dit. Mais ça, je voulais les mettre parce qu'on pouvait pas faire une émission sur les gimmicks sans parler d'eux. Ça, c'est une idée vraiment de con, quoi. Et je rappelle que à cause de cette gimmick pourrie, et que derrière ils ont dû laisser tomber parce que c'était vraiment nul, et pourtant ils ont quand même continué après dans les circuits indépendants de les mettre à la AAA et machin, on l'avait dit. Kane, oui. Enfin, je rappelle, parce qu'en plus on en a parlé sur le Discord il y a pas longtemps avec les gars, avec le In Your House Fan L4,
qui étaient les 4 derniers du Rumble qui s'affrontent dans un match pour le titre, ou pour être challenger numéro 1, ou je crois que c'était pour le titre, je sais plus. Mais en fait, le match est faux. Parce que le vrai Final Four, normalement, il y a le faux Diesel. Oui, c'est ça. Tu l'avais dit, ça. J'avais bien aimé, d'ailleurs. Voilà. J'avais très bien aimé. Non, mais eux, on va pas épiloguer, mais eux, je voulais en parler parce que on peut pas parler de ça sans ça. Et puis, comme je t'ai dit, je veux une certaine ligne par rapport à nos émissions. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur ça, Allez voir l'émission sur Kane, qui est, moi, une de mes émissions que je préfère. On passe au numéro 12. Le numéro 12, je vais essayer de te le faire deviner. D'accord? Je suis plus connu pour ma chanson et pour ma manageuse qui avait l'un des pires pifs de l'histoire de la WWE. Pire pif. Ah, elle avait vraiment un terrain, c'est dommage, elle était magnifique et elle avait un nez qui cassait tout. Oh putain, c'est qui ça? Lui, il dansait beaucoup. De Fandango et Oui. Summer Rae. Exactement. Ah putain, c'est vrai que Summer Rae, elle avait un sacré talent. Summer Rae, elle avait quand même, quand elle se mouchait, t'avais l'impression qu'elle serrait la main à un pote. Il faut que je parle que de la gimmick, mais en fait, le problème, c'est le match à WrestleMania qui me fout en rage, en fait. Mais parce qu'en fait, t'as l'impression qu'ils y ont cru à cette gimmick de merde. Encore une fois, c'est juste parce que la musique était over. Hein. Mais il a eu une pop à cause de sa musique, Ce ça mec catch toujours aujourd'hui. Ouais. Il a une école de catch avec son ami Tyler Breeze. Là, il est dans un truc à la TNA ou dans un clan à la TNA. Donc ça a l'air de marcher. Mais est-ce qu'il catch toujours sous la gimmick de Fandango? Ah non. Là, même, il a changé totalement de nom. Sur les circuits indépendants, il avait gardé le Dango. Pas Fandango, mais il avait gardé Dango. Johnny Dango Curtis. Le mec a une bonne gueule, par contre, lui. Ah, j'allais te le dire, il est bon. Ah oui, lui, il est beau. Hein. Il faut dire la vérité, en costard, cravate, en costume 3 pièces et tout, tu le fais passer pour un avocat sans problème. Oui, il est beau. Moi, je trouve qu'il a la classe. Il dégage. C'est un bon catcheur. Pas un très bon, mais un bon catcheur. Et en fait, c'est une gimmick, encore une fois, ils ont fait Funkasaurus, tu vois. Donc, c'est une gimmick, en fait. Voilà, mais c'est une gimmick de danseur qui venait où le mec ne parlait pas, juste il dansait, machin. De danseur, ça me casse. Entre les danseurs et les partyman, là, entre Noé Rosé et Adam Rose. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le lapin de Noé Rosé, tu vois, je l'ai pas mis. Voilà. Donc, en fait, c'est des gimmicks qu'ils ont sortis dans les années récentes, où tu te dis, mais quelle idée de con, parce que même dans les années 80, je suis même pas sûr que ça aurait regardé longtemps. C'est de la merde. Ouais. Ça, c'est genre de gimmick, je déteste ça. Moi aussi, parce qu'en fait, il y a aucune profondeur, en fait. Et tu sais que ça va pas durer dans le temps. Là, c'est que le thème était vraiment over. Merci Jim Johnson. Donc, numéro 2. Donc, du coup, la musique marchait vraiment bien. La musique, là, d'en parler, mais je la connais, hein. Je l'ai en tête. Oui, c'est de la musique de salsa, un peu. Ouais, c'est ça. Le mec l'incarne. Tango. Ouais, le tango, ouais. Le mec l'incarnait bien. Il avait, comme tu dis, la bonne vallée avec lui, parce que Summer Rae, elle dansait bien aussi. C'était une belle femme. Je me suis moqué de son nez, mais c'est une très belle femme. Mais le problème, c'est que, ouais, derrière, on le fait affronter Chris Jericho dans une rivalité à chier, parce qu'en fait, il n'y a pas de profondeur. Ce genre de catcheur-là, je vois pas comment tu peux construire une rivalité qui peut être construite avec un vrai storytelling dans l'idée. Et derrière, ils font le match, et en fait, ils se sont dit, comme c'est tellement over, bah, vas-y, on va faire Chris Jericho va se coucher pour le mec-là. Pour ne rien faire derrière. Heureusement que derrière, ça n'a pas marché non plus, mais son équipe avec Tyler Breeze où il faisait les policiers de Miami précieux, le machin, ça au moins c'était rigolo. Bah, la police, private police. La fashion police. La fashion police. La fashion police, ça c'était, les segments étaient très rigolos, tu vois. Mais pareil, on s'en fout, quoi, c'est du low card meter for life, quoi. Mais, moi, ce qui me, désolé, genre, sans cette anecdote, c'est que, on demande à Chris Jericho de se coucher pour ce mec-là, alors que ce mec-là, on lui a rien donné derrière. Et par contre, il y a J-Style qui vient, et J-Style, il prend le pin. Oui, c'est vrai. Putain de merde. C'est vrai que ça te rend fou. Voilà. Et je termine sur Fandango si je parlais du nez de Summer Rae, parce qu'on avait une petite private joke entre nous, par rapport au nez d'une certaine autre personne. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Ensuite, on passe au numéro suivant. Alors moi, j'ai moins connu. Mais par contre, quelle tête de con il avait. En tête de con, je parle, quand il jouait ce personnage, bah, c'est l'Anipophose, Genius. Ah, le Genius. Oh, qu'est-ce qu'il le joue bien, la gueule qu'il a. Vraiment, en vrai, la Nipofo, parce que, bah encore, on va reciter FHCA, ce mec-là, je le connaissais pas, parce que c'est la période où je ne regardais pas spécialement le catch. Et quand j'ai commencé à me documenter sur le catch, on va dire les low cardeurs, mid-cardeurs, je m'en foutais un peu. C'était plus pour regarder les grosses rivalités, tout ça. Et en fait, avec leur fameux jeu, le Nipofo, je me suis intéressé à ce mec, je me suis dit, en plus, c'est le frère de Randy Savage, peut-être que c'est un bon gars. Franchement, catcheur des catcheurs les plus sous-estimés. Ah ouais, c'était un bon catcheur. Ah ouais, en vrai, il était correct, hein. Ouais, ok, d'accord. C'est un mec qui n'a jamais monté plus haut que ça. Hein. Ouais. Et le Genius, bah, ça, c'est vraiment une gimmick colorée des années 80 où le mec, c'est le diplômé d'Harvard, qui vient avec la tenue, le chapeau. La gueule qu'il a. Quoi. Mais par contre, il a sourire. Il arrive vraiment à te dégager la tête à claque. Sourire, ça. C'est ça. C'est. Ah la vache, mets du talc et ça a été dit plus tard, il a beaucoup aidé Macho Man à réussir à incarner une gimmick.
Ouais. Parce qu'en fait, ce mec-là, lui, il était fait pour incarner des gimmicks. C'est vraiment, il était un très bon acteur, en fait. Ouais. Donc, du coup, le personnage de Genius, vraiment, même si c'est la low-card militaire, on s'en fout. Mais il l'incarnait bien. Mais en fait, parce que des fois, on dit que la gimmick peut être nulle, mais que finalement, c'est malgré tout, ça en a fait quelque chose de bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le peu d'apparitions du Genius, ça vole pas très haut, mais c'est divertissant. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bien divertissant, c'est bien fait. Désolé, Par contre, j'ai envie de sortir cette anecdote sur lui, c'est quand même ouf, hein. C'est quand même ce mec-là, il a été embauché par la WCW plus tard. Donc, Macho Man était déjà là et tout ça. Je crois qu'il n'a un seul match télé, et le mec, on l'a payé facile pendant 2 ans. Oui. Sans rien faire. C'est lui, oui. C'est quand même ouf, ça. Ouais, parce qu'on savait pas quoi en foot. Voilà, et bien payé. Et à mon avis, il n'y a pas que lui, hein, à la WCW. Ouais, mais lui, c'est un des plus connus, quoi. Oui, mais c'est tellement facile de pouvoir embaucher des gens quand tu les payes pas avec ton pognon. Ouais, c'est ça. Et le mec là, en fait, lui, il s'est mis bien, lui. C'est à lui, c'est non. Et puis je crois, comme tu dis, c'était pas un petit contrat, hein. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord, hein. Ouais, surtout s'il y a Macho Man qui a mis la main sur l'épaule en disant, ah, c'est mon frère, quand même. Les gars, c'est mon frère. Et je vous rappelle qu'à la WWE, je suis parti parce qu'on n'a pas voulu mettre mon père dans une gimmick, bataille royale. Dans une bataille royale, Dans une gimmick bataille royale. Alors les gars, vous faites pas le coup avec The Genius. Avec The Genius. Hein. Ok, là, alors lui, pour moi, ça reste une énigme, sa gimmick. Parce que c'est une gimmick qui ne devait pas marcher. Pareil, qui a marché bien au-delà de ce que ça devait faire. Alors que le gars, je ne n'ai pas un seul souvenir de lui dans un ring. C'est Elias. À la WWE, à part jouer de la guitare, je l'ai jamais vu faire autre chose. Eh ben, alors là, je vais peut-être prendre à contresens tout le monde, parce que je pense que même toi, tu t'attends à ce que je vais te dire, c'est de la merde. Non. Alors, je considère pas que c'est de la merde. Hein, on va juste parler que je t'ai vite fait in-ring. C'est normal que toi, tu te souviens pas, parce que Elias, ça va beaucoup mieux maintenant, tout ce que j'ai compris, parce que sur les secrets indépendants et tout comme ça, il a même fait de la Ring of Honor et tout ça. Il était très green, non? Il s'est quand même amélioré, mais je pense que à son époque, quand il était à WWE sous le nom d'Elias, ça doit être l'un des pires catcheurs du roster. On est d'accord. Voilà, c'est que in-ring, il est pas bon. Ok. Vraiment, il est pas bon. Il s'est amélioré vers la fin, et maintenant, ça va mieux. Pour moi, Elias, c'est totalement une gimmick WWE. Ça veut dire que le mec, justement, il est là pour faire des moments, il est là pour faire des segments, il est là pour qu'on buzz sur ces segments. Ça veut dire que le in-ring, on s'en bat les couilles. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, bah c'est toute la WWE actuelle. Hein. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que ça a marché, parce que le mec, il est très charismatique. Ah oui, charisme, oui. Il a la classe. Son frère était bon, hein. Ça, si tu veux qu'on en parle, c'est plus rigolo. Mais il a de la gueule. Il sait bien parler au micro. Le coup des musiques et tout, à Walk with Elias, ça marchait de ouf. C'est une routine qui marchait du tonnerre. Moi, j'ai jamais été attiré par ça, parce que moi j'ai déjà dit, moi, je veux avoir du in-ring. Mais le personnage d'Elias, on va dire tout son run, ben, franchement, c'est une réussite pour moi. Franchement, c'est une réussite. Oui. Ah bah, ouais, c'est pour ça que je te dis, je pense que je considère pas que la gimmick est nulle, parce que je pense que ce mec-là, ils en ont fait plus que ce qu'il y avait à faire. Parce que pareil, ce mec-là, le truc, c'est qu'après, heureusement qu'il catchait et tout, mais ce mec-là, ils auraient pu jamais le faire catcher, ça aurait marché. Oui, ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Mais par contre, encore une fois, c'est un truc dans le temps. Et ça peut pas perdurer. Ils savaient plus quoi en foutre et ils ont fait Ezekiel. Oui. Voilà. Ça, c'était de la merde. C'était de la merde, mais ça m'a beaucoup fait rire. Oui, j'avoue que c'est un peu une Madeleine de Proust, parce que Kevin Owens était tellement exceptionnel dans cette rivalité en disant, mais putain, c'est toi, en fait! Et que derrière les montages photos, il y a toute la famille, machin. Par contre, moi, j'aurais eu l'AS, quand on m'appelle dans le bureau et qu'on me dit, faut que tu rases ta barbe. Ah, ça aurait, ouais. J'aurais eu le seum, hein. Bah, tu sais, des fois, les montages photos, ça peut être bon, parce que t'avais la nana qui a cru qu'il sortait avec Brad Pitt. Oui, bah oui. Tu sais, des fois... Je sais pas si tu l'as vu, désolé, je fais un totalement aparté, mais là, je l'ai vu tourner sur Twitter. Il y a des gens malades, là, quand même, avec l'IA. Oui, je sais ce que tu vas montrer. Parce que j'aime bien l'utilisation de l'IA, mon copain en fait pas mal, et je trouve ça assez sympa. Mais l'IA où ils ont fait l'IA où ils ont fait le retour de Chris Benoit à EW Dynamite. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter là ces derniers jours. C'est d'un malaise, bordel de merde. Ça, par contre, ça va trop loin. Alors, je sais pas si le mec qui a fait ça, il est au courant, hein. Oui, parce que peut-être que maintenant, avec les années... Et en plus de le voir, donc du coup, le mec a fait une IA avec un retour où il est beaucoup plus vieux, forcément, qu'il serait à l'heure actuelle, où il est triste, où il est nostalgique de revenir, où il voit la pop des fans et tout. Oh, mais faites pas ça, putain. Ah, franchement, je me suis senti mal, j'ai bloqué. J'étais dans mon scroll sur X, je tombe dessus, je fais merde. Et du coup, heureusement, la Sphère 4 a réagi dessus en faisant des messages où les gars, calmez-vous. Voilà. Émission sur Chris Benoit un jour, on y passera. On y passera, c'est obligé. Obligé, moi. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça m'a fumé, ça, quoi. Là, les réseaux sociaux, des fois, ça va trop loin. Ouais, ça va trop loin, ouais. On continue? Oui. On continue. Alors, attends, faut que je note le timecode. On continue avec Isaac
Yankem. On est obligé d'en parler quand même dans la gimmick de On va merde. reparler de Kane, le pauvre. Et lui aussi, il en a mangé des gimmicks de merde. Hein. Putain. Isaac Yankem, en fait, ça a une gimmick qui était là que pour une feud. En fait, tu savais qu'en fait, derrière, et pire, c'est qu'ils l'ont gardé quand même pas mal de temps après. Mais... Plus longtemps, en fait, à la base, le pauvre Kane, il a fait, enfin, le vrai Kane, il a fait le faux Diesel, ça devait pas durer dans le temps. Isaac Yankem, Ça devait pas durer dans le temps. Et Kane, c'était jusqu'à WrestleMania fini. Oui, normalement, c'est ça. En fait, sauf que Kane, heureusement, ça a marché. Mais Isaac Yankem, en fait, c'était le dentiste malsain, garde du corps de Jerry Lawler dans sa rivalité face à Bret Hart. Parce que le but du match face à Bret Hart, c'était de faire un foot kiss match. Le but, c'est que le perdant, il embrasse le pied de l'autre. Et ce taré de Jerry Lawler, comme il a dit, je suis sûr de battre Bret Hart, il a laissé pourrir son pied pendant 2 mois. Il mettait 5 paires de chaussettes. Voilà, il l'a laissé pourrir, il le lavait plus et tout. Voilà. Et en fait, il perd le match et Bret Hart prend le propre pied de Lawler pour lui mettre dans sa bouche. Propre pied. Sauf que, comme son pied était... J'ai la ref. Et comme en fait, son pied Je suis fan de Kaamelott. était pourri complet, ça lui a défoncé l'échico et le palais. Et il a dit, je vais appeler mon dentiste. Voilà, du coup, il a ramené un dentiste complètement taré qui avait aussi l'échico défoncé. Isaac Yankem. Et pour affronter Bret Hart, il affronte Bret Hart à In Your House et... Il a Survivor Series face à l'Undertaker. Voilà, et c'est tout. Enfin, en équipe. Hein. En équipe, voilà. En fait, c'est une gimmick juste pour une rivalité. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous voulez en savoir plus sur Isaac Yankem, l'émission sur Kane est toujours disponible. De toute façon, vous voulez déjà taper pour écouter sur Fake Diesel et Fake Razor Ramon. Vous pouvez y aller pour... Tu vas parler de la gimmick de Kane ou pas dans les numéros ou pas? Non, je l'ai pas mis parce que la gimmick de Kane, on a fait un épisode complet et non. Non, mais là, Isaac, j'étais obligé de le mettre parce que c'est tellement nul. Là, t'as encore un numéro où la gimmick, elle a surperformé plus que... Ce qu'elle aurait dû. Merci. I'm a Boogeyman. Ah oui, parce que c'était vraiment over. Ça marchait bien. Hein. Encore une fois, le fait que le mec est pas bon dans le ring, ça a pas aidé. Parce que lui, il est vraiment pas bon. Et que lui, par contre, ça doit être l'un des seuls contre-arguments à ce que je dis tout le temps. Ça veut dire un catcheur qui a de la mystique, mais qui a marché. Parce que je dis à chaque fois, ça marche pas après le Taker. Lui, il a marché parce qu'il n'a eu aucune rivalité majeure pour un titre ou majeur. Sa plus grosse rivalité, c'est face à Booker T. C'est face à Booker T. En fait, ce mec-là, c'est plus une attraction. Tu le mets une fois de temps en temps, tu le fais popper pour bouffer des verres, tu le fais pour faire des segments un peu dégueulasses. C'est un peu marquant, ça sort de l'ordinaire. Mais par contre, bizarrement, ils ont pas tenté de faire ça avec d'autres gars mystiques, mais lui, ils ont compris qu'il fallait pas le mettre pour des trucs sérieux. Par contre, packaging super. Ah, le packaging, la musique, le mec qui l'incarne, parfait. Le mec qui se casse le réveil sur la tête. Et les amis, et là, je sais pas si tu t'en souviens, excuse-moi, hein, allez voir son match à WrestleMania face à Booker T. L'entrée de Booker T. Booker T, il a peur de ses propres pieds. Il a peur de, voilà. C'est génial. Ça, c'est génial. Non, le mec qui l'incarnait, il le faisait parfaitement. L'esthétique du Boogeyman est top. Vraiment, il est terrifiant. L'entrée est génialissime. La petite phrase avant le thème song. I'm a Boogeyman. Je vais pas la faire. I come in get je crois. Ouais, je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Et moi, le seul truc et après on s'arrêtera là sur lui, parce que le mec était complètement taré avec ses verres dégueulasses, là. Je vous conseille le segment le plus dégueulasse avec lui. Allez le voir. Toi, tu sais c'est quoi. Ouais, voilà, il est dans un de tes DVD. C'est à l'époque où JBL, il arrivait, il était accompagné de Gillian Hall. Donc, celle qui se prenait pour Britney Spears, là. Sauf qu'elle était sa secrétaire à l'époque. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, elle avait une genre de pustule sur la joue, mais genre une vérole, mais qui faisait limite la taille de sa tête, c'est immonde. C'est immonde, mais par contre, il faut suspendre un petit peu votre crédibilité. Ouais, c'est la crédibilité. Tu vois que c'est faux. Oui, tu vois que c'est faux, mais c'est juste que c'est dégueulasse. Il y a un truc tu vois, on arrivera à un nom. Ouais. Vas-y. Je continue juste ce segment, et en fait, ils lui ont fait faire ça, donc je pense que c'était le but pour que ça fasse le truc avec le Boogeyman. Sinon, je comprends pas pourquoi faire ça. Donc je pense vraiment que c'était pour faire ce segment. Et en fait, le Boogeyman intervient dans le segment. Et en fait, il lui bouffe son furoncle, ça pue dessus. Ouais, alors, c'est dégueulasse. Ah bah, on voit un genre de chewing-gum, quoi. Mais c'est pas plus dégueulasse que le fait qu'il bouffe vraiment des verres. Ah oui. Voilà. Ouais, mais après, il l'embrasse avec les verres et tout. Lui... Mais je comprends pas ce segment. Il est lunaire, mais allez le voir. Personne n'a compris. Voilà. Mais ça y est. Le numéro 18, je vais te demander un truc. C'est de pas pousser trop loin. Parce que sinon, c'est pas 2 heures, c'est 25. Est-ce que la gimmick du plus grand, je le respecte, je vais le dire, du plus grand catcheur de l'histoire du catch pour la WWE, est-ce qu'elle fonctionnerait encore aujourd'hui? Je parle de Hulk Hogan.
Parce que la gimmick de Hulk Hogan, c'est quand même, prenez vos vitamines, priez, faites vos devoirs, prenez vos vitamines. C'était ça sa gimmick. Hein. Ah oui, bah c'est un personnage de comique. Encore une fois, c'est un cartoon, hein, Hulk Hogan, hein, c'est le but. Mais réaliste dans le sens où il va être le tonton des gens. En fait, ça va être un motivateur, entre guillemets, un motivateur de. C'est ce que le Rock a fait plus tard. Ouais, c'est ça, un coach de vie, larger than life, hors du temps, un Superman en fait, qui est dans notre monde réel et qui va motiver les gens à être plus forts, comme tu dis, prendre des vitamines et tout ça. Et en plus, héros américain. Donc oui, vraiment, en fait, lui, il cumule à plein de trucs. Lui. Mais héros américain, c'est parce qu'à l'époque, il pouvait être héros américain. Est-ce qu'aujourd'hui, il aurait réussi à être héros américain avec cette gimmick-là? La gimmick d'Hulk Hogan. Ils ont tenté d'en faire. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a que Hulk Hogan qui pouvait l'incarner. Point. Regardez Babyface maintenant. Celui qui se rapproche le plus d'un héros américain en Babyface, c'est Cody. Il fonctionne, Cody. Mais les gens, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il tourne vite. Il faut pas et puis Cody, il peut pas dire aux gens, prenez vos vitamines, il se prend des bûches. Oui, non. C'est de la merde. Non, le Hulk Hogan, c'était vraiment tout surjoué, tout dans l'abus. Mais c'est parce que c'est les années 80 et qu'on a tout mis sur ce mec-là au point qu'il était plus gros que la promotion. Parce que d'accord, sa gimmick, c'est quand même un peu, quand tu regardes, c'est nul finalement. Ah bah oui, mais lui, c'est l'air du temps. C'est dans l'air du temps de la WWE. C'est vraiment l'air du temps. Et c'est qu'il avait tout aussi. Et le coup des vitamines, c'était les piqûres dans le bras et tout. Le mec avait un physique, mais parce que moi aussi, beaucoup. Quand je pense à Hulk Hogan, je pense à son physique qu'il avait à la WCW et à l'époque quand il revient en 2002. Regardez du Hulk Hogan des années 80, il est gigantesque. C'est vraiment, il porte pas le nom de Hulk pour rien. Il est monstrueux. Il a un physique, comme je dis, larger than life. Dans les années 80, je pense que les gens, ils allument la télé, ils voient Hulk Hogan, ils pètent les plombs. Ouais. Parce que ce mec, ils se disent, ce mec-là, il est dans la réalité, quoi. Il existe vraiment. Ouais, ce mec-là, c'est pas un truc. Parce que, on se dit maintenant, ouais, comment le mec a marché, alors que la moustache blonde, hyper cliché, sauf que sa moustache blonde, en fait, il en a fait une mode plus tard pour tout le monde. Mais comment un mec, alors qu'il avait il est pas chauve, mais presque. Heureusement qu'il est plus là, parce que tu rentres. Voilà, comment le mec, face, alors que le gars est dégarni, cheveux longs blonds, machin, c'est un putain de cliché. Et il était le héros pour tout le monde. C'est parce que c'est l'air du temps et que vraiment on a tout, le McMahon a tout mis sur ce mec-là au point que, comme j'ai dit, il était plus gros que la promotion. C'est donc du coup en fait c'est vraiment lui, c'est l'air du temps, le packaging, le marketing, le mec, le fait que lui il est intelligent. Ouais, bah il est plus qu'intelligent vu que c'est le plus gros politicien de l'histoire du catch. C'est qu'en fait le mec a su comment réussir à devenir la plus grande star de toute l'histoire du catch. Hein, je le maintiens. The Rock à côté, pour moi c'est de la piste de char. Non, je suis d'accord. Je vous le dis. Peut-être pas dans le mainstream aujourd'hui. Non. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par rapport au monde du catch, voilà. Je suis 100% d'accord. Voilà, dans le monde du catch, pour moi, personne bat Hulk Hogan. Hein. Voilà. Si on prend que le monde du catch. Le monde du catch, je suis d'accord. Parce que mainstream, je pense que The Rock, il était plus haut. Oui, il était plus haut, mais c'est normal. Oui. Maintenant, les gens, quand ils voient The Rock, ils pensent à Dwayne Johnson. Voilà. Alors que, voilà. Alors c'est bon, voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, bah j'ai fait plus ou moins. Et ben moi je vais juste terminer un dernier truc. Tu disais par rapport à son physique, faut se dire que Hulk Hogan, moi je préfère que tu poses ton verre parce que des fois que tu rigoles. Hulk Hogan c'est quand même le mec dans son dessin animé, je crois qu'il était moins balèze qu'en vrai. Limite ouais. Ouais, franchement. Limite c'est ça. Ouais. Et le mec il a joué dans G.I. Joe. Oui. Il est dans un dessin animé G.I. Joe. Après c'est plus celui qui était non, c'est Sergent Slaughter. Pardon, j'ai Slaughter. confondu avec un autre. C'est Sergent Slaughter. Non mais ouais, Hulk Hogan, on se rend pas compte aujourd'hui, mais ouais. De l'impact de Hulk Hogan, ouais. Bon, moi maintenant, j'ai envie de te poser une question sur une autre gimmick. On continue, hein. Ça va, c'est bien? T'es content plus ou moins de mon petit sujet? Attends, je note mon timecode. Si je te dis un mec qui a bien fonctionné alors que sa gimmick c'était de transporter un serpent dans un sachet. Enfin, dans un sac. Jake de Seth Roberts. Mais ça, c'est génialissime. La gimmick est génialissime. Du coup, si tu veux rester sur la gimmick, je parle juste de son anecdote avant d'arriver à la WWE, si tu veux. Où il est dans les circuits indépendants, je sais plus exactement quelle promotion des territoires. Et qu'en fait, il dit, parce qu'il a pris le nom de Snake bien avant. Oui. Ça a été toujours son surnom, en fait. C'était un des mecs, un des commissionnaires de la WWE qui voulait pas qu'il rentre avec un serpent. C'est pas la WWE, c'était un des D'accord, ok. C'est notre bon ami Bill Watts. Merci, c'est ça. Voilà. Et qu'en fait, il dit, non, mais tu sais, parce qu'en plus, à l'époque, il avait vraiment un design, un cara design, désolé, j'ai jamais utilisé ce terme. Il avait vraiment un look de merde. Parce qu'en fait, il commençait à marcher parce qu'il avait une science in ring et tout, même si c'était un très mauvais catcheur. Hein, ça change pas, ouais. C'est juste qu'il a une très bonne science in ring. Il avait une prise aussi qui était dans l'air du temps. C'est le finisher le plus puissant des années 80. Voilà. Donc le DDT, le créateur du DDT, alors qu'il l'a fait par erreur, hein. Parce que justement, comme il est un peu gauche dans le ring, ouais, il a glissé, il a mis le mec par terre. Voilà. Et en fait, il s'est dit, je tiens quelque chose, là. Tu vas en faire une sur lui, des émissions, sur Jack? Je sais pas. Peut-être. Et en fait, quand il est arrivé, il dit, je m'appelle Joe Snake. Ah oui, je voulais finir sur son look. Il portait des pantalons de karaté. Ouais. Donc en fait, comme il a un physique un peu spécial avec des longues jambes, des grands pieds,
un peu bedaine et tout, des portants de karaté. Putain, il est dégueulasse. Vraiment. Et puis il est pas beau. Et en plus, oui, c'est ça, il ressemble à un de mes oncles, là, pour te dire. Vraiment. Ah ouais, d'accord. En plus, ce coup de la picole, ça aide beaucoup. Ok. Et le truc, c'est que il va voir Bill Watts et il lui fait, je m'appelle The Snake, ce serait cool que j'arriverais dans le ring avec un serpent quand même. Et l'autre, il a fait, on n'est pas au cirque, casse-toi, quoi, j'en ai rien à foutre. Il se dit, putain, merde et tout, il se casse, il se fait signer par le WWE. Et Vince McMahon, il aurait fait, mais attends, tu t'appelles The Snake, pourquoi tu viendrais pas au ring avec un serpent? Mais oui! Et dans les années 80, on demandait des gimmicks, on demandait du coloré, on demandait du large life. Et ben, le psychopathe qui vient avec un sac, avec un vrai serpent dedans. Tu parles pas trop de la rivalité avec Macho Man. Non, mais l'idée est géniale. Ouais. Et le mec, comme on a dit, à l'époque, dans les années 80, le in-ring, c'est pas la WCW, hein, c'est pas les territoires. On s'en bat les couilles, c'est la gimmick. Et comme le mec, c'est une des meilleures promos de tous les temps. Jake the Snake, on est d'accord, hein, c'est un des promos gars, il est plus puissant de tous les temps, lui. Hein. De toute façon, le nombre de personnes qui se sont inspirées de lui. Ouais. Il y en a qui l'ont reconnu. Et il y a Raven, Randy Orton, on bouge pour en citer facile au moins 5 ou 6. Franchement. Donc, le mec était parfait, et surtout, il était différent des autres, parce que même, il y a une autre anecdote que j'ai envie de dire. Il y a une période, il avait voulu prendre des stéroïdes pour être un peu plus gonflé comme les autres. McMahon, il a fait, t'arrêtes ça tout de suite. Moi, je veux ton physique qui dénote. T'es le plus gros, t'es le méchant terrifiant. Tu dois être différent des autres. Je veux pas que tu sois balèze comme eux. Je veux que tu restes comme tu es. Ouais, parce que plus balèze, ça aurait peut-être moins donné. Il y aurait plus besoin des artifices. Bah, on aurait enlevé la magie, en fait. Il y aurait plus besoin du serpent, par exemple. Le fait que le mec est désolé, il a une dégaine d'Alcolo, de Clodo, taré. Trevor dans GTA. Un peu le même principe, voilà, c'est ça. Donc, du coup, en fait, le mec, il voulait, garde ton physique qui dénote. Voilà, t'as un pantalon coloré parce qu'on a la WWF avec des serpents dessus, ce qui est normal. Mais il avait vraiment le physique qui était totalement différent des Golgoth qu'il y avait à côté. Et en fait, le mec marchait de ouf. À tel point que Hulk Hogan s'est chié dessus et qu'il a refusé un programme face à lui. Hein. Tellement sa gimmick a été loin. Il avait peur pour son overness, tu parles? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les gens, ils chantaient DDT dans les salles, alors qu'il y avait Hulk Hogan qui catchait. Oh, putain. Donc, lui, vraiment, lui, ça doit être un des mecs qui a pas touché le titre de champion du monde, mais qui aurait dû le toucher, en fait. Parce que vraiment, il en avait pas besoin. Parce que sa gimmick était tellement puissante qu'il avait pas besoin. Et là, on est encore une fois sur le bon gars. Ah oui, lui, c'est tout parfait. Hein. Et lui, comme il l'a dit aussi, je vais le citer lui-même, il l'a dit dans une interview au Hall of Fame, c'est qu'avec tous ces démons, on en parlera peut-être dans une émission, un truc comme ça, avec tous ces démons, il a dit, je suis un diamant qui n'a pas été poli. Ouais, il avait vu qu'une fraction de ce que j'aurais pu faire. Lui, il peut être dans les tapés du catch. Oui, voilà. Clairement. Ouais, clairement. Lui, il peut. Et t'as encore quelque chose à dire sur Jack? Ah non, juste l'une des meilleures gimmicks de tous les temps. Hein. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je te laisse boire ton verre, parce que là, ton petit coup. Et là, j'ai envie qu'on parle un peu de Rusev. Avec le Rusev Day, tu te rappelles? Ah, de Rusev Day, donc pas d'avant. On parle de Rusev Day. Vas-y, si tu veux parler un petit peu d'avant. De Rusev. Bah, d'avant, l'idée, je la comprends, même si, encore une fois, c'était pour surfer sur le début de la guerre. Alors là, par contre, c'est moi qui vais dire un truc. Ouais. Rusev, dans les années 90, il est champion du monde au moins une fois. Oui, moyen. Ou alors, il est arrivé... Années 80, tu veux dire? Années 80, ouais. Enfin, moment de l'époque de la guerre du... tempête de désert, de la première guerre en Irak, de la guerre du Golfe, il a en main event face à Hogan au moins une fois ou deux. Ah oui, bien sûr. Parce que lui, c'était mais dans l'ère récente de la morphine en 2014, c'était une faute de goût horrible. Hein. Surtout quand il avait Poutine en plus dans le Titantron. Ça a failli aller loin, cette connerie. En plus, il avait la bonne manageuse qui était sa femme, en plus, Lana. Lana, on l'a déjà dit, on l'avait dit dans l'émission. Elle l'incarnait parfaitement. On en a parlé dans une des émissions il y a pas très longtemps. Donc le début de sa gimmick, c'est juste qu'on est là, justement, on est pas du tout dans l'air du temps. C'est quand même ouf que le mec a réussi à devenir over après. Hein. Parce que vraiment, la gimmick là, elle est tellement datée à ce moment où il la met. Daté depuis des années 80. Voilà, daté. 80. Mais tu as raison, on l'aurait mis dans les années 80, c'était un main eventer. Ah oui. Et parce puis que parce que bah oui, normal, c'est voilà, pour que les gens ils chantent USA, c'était parfait. Hein. Ah oui. Et après, le mec est tombé dans les limbes un peu, machin, on s'en foutait un peu, il y a eu les Ghost Nation, il y a eu toutes ces conneries. Et derrière, le mec, je sais pas comment ça arrivait, je sais plus si c'est grâce aux réseaux sociaux ou machin, le gars, il dit, ça va être le jour de Rusev, je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a pris auprès des gens. Donc c'est vraiment une gimmick qui a été transformée grâce au public. Mais encore une fois, comme c'est pas la WWE qui a décidé de cette gimmick, voilà, Thomas a fait un geste de son doigt. Un gros fuck. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, ils en auraient rien à foutre et qu'ils ont pas capitalisé dessus. Parce qu'il était over. Hein. Après, ouais. Et qu'il avait aussi un autre gars où on en avait plus rien à foutre, on savait pas quoi en foutre, on l'a mis avec lui par... comme ça, Hayden English, qui était parfois au micro pour le présenter, pour faire le Rusev Day, et lui, il avait vraiment plus le micro qu'il fallait pour et tout, et ce duo-là, les fans les voulaient vraiment.
Mais c'est même pas une gimmick, c'est plus un truc organique en fait. Ouais. Parce que le gars venait toujours avec ses slips, machin et tout ça. Et puis après, par contre, il a quand même pris les couleurs de la Bulgarie. Oui, voilà, Ils ont arrêté avec la Russie. Voilà, juste ça, mais juste que en fait, c'est pas une gimmick. C'est juste un truc organique où ils auraient dû surfer dessus comme des milliers de fois, mais ils l'ont pas fait parce que ça venait pas d'eux. Ouais. C'est tout. Et derrière, on l'a bien enterré en mettant sa gonzesse de l'époque avec Bobby Lashley à la télé. Même si tu vois, je pense que Rousseff, et ça on l'a déjà dit dans une de ses émissions, je crois, on en parle dans la toute première 17 questions de Rousseff. Je pense aussi que lui a eu le syndrome de je suis plus beau que ce que je suis. On en a déjà parlé plein de fois, mais pour moi, pas la WWE. C'est quand il a quitté la WWE. Ouais. C'est le plus beau. Je te propose le prochain nom, très important. Et après, on fait la dernière pause avant la fin de l'émission. Ok. Alors attends, je note juste le timecode. Si j'ai envie de te dire, un redneck qui pète la gueule à son patron tous les week-ends en insultant tout le monde. Stone Cold Steve Austin. La gimmick en soi. Moi, j'ai envie de te dire que c'est pas une gimmick. Oui, juste lui, de toute façon, il était vraiment comme ça, lui. Lui, c'est un gros aigri, un gros... Oh non, c'est juste qu'il a mis les curseurs à 120 et qu'il a pris un peu le côté redneck, mais c'est un redneck de base parce que c'est un Texan. Mais que le mec, en fait, c'est la transposition de toute sa carrière et de toute son aigreur et de toute son ambition en un personnage génial ici. Ouais. J'ai envie de te dire un truc comme ça. Lui, dans la guerre civile, il était en violet. Il était en gris, lui. Lui, il était pas côté. C'est ça. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, ça a donné la promo horrible de McMahon, je veux des nuances de gris. Lui a fait qu'on cheer des heels. Et qu'en fait, il y a pratiquement plus de frontières entre les faces et les heels dans les arènes. Où les gens, s'ils veulent popper un heel, ils le feront. Ouais. S'ils veulent huer un face, ils le feront. Et c'est Steve Austin qui a démocratisé ça à fond, la caisse. Parce que Steve Austin était le babyface ultime. Mais dans le kayfabe, dans ce qu'il faisait, dans ses promos, dans son catch, c'est le plus gros heel. Avec Hulk Hogan. Ouais. Dans le catch. Ouais. Dans la façon de catcher. Ouais, bien sûr. Hogan, oui, on en avait déjà parlé. Mais Steve Austin, c'est au-delà de tout. Le mec, c'était un connard, il tapait pas dans les mains des fans, il demandait à Elia et basta. Les bières, le mec, c'est un alcoolique, mais le fait qu'il affrontait pour moi, le plus grand personnage de toute l'histoire du catch, Vince McMahon. Parce que. Oui, un personnage. Personnage, je dis, un personnage. J'ai pas dit la personnage, je dis personnage. Et ça matchait de fou, parce comme t'as dit, on a tous rêvé de taper notre patron, on a tous machin, et qu'en fait, lui, c'est vraiment le bon gars au bon moment, face au bon gars au bon moment aussi, au bon gars qu'il faut. Ça a donné le mix-up parfait, en fait, c'est la chimie parfaite. C'est-à-dire que Vince McMahon a été créé, comment dire, attends, parce que c'est pas facile ce que je voulais dire. Bret Hart est parti de la WWE en étant la plus grosse star du monde du catch. Ouais. La WCW l'a tué en 3 mois. Et Vince McMahon, voilà. Et Vince McMahon, qu'on pensait qu'il allait être la personne la plus détestée du monde du catch, il s'en est servi pour vraiment le devenir. Oui. L'être, le rester pendant des années. Ouais, et face à lui, il avait le meilleur gars pour l'affronter. C'est ça. Et Steve Austin, parfait. Donc Steve Austin, en fait, j'aurais même pas eu besoin de le mettre parce que c'est pas vraiment une gimmick, c'est lui. Pour moi, c'est lui. Pour moi, il fait partie des stars de leur attitude où, à part Mick Foley, Mankind, whatever, et Taker, les autres, c'est eux. Il doit pas être facile à vivre, Steve Austin. Ah, mais on a full anecdote, hein. Vous inquiétez pas quand on fera son émission. 4 heures, hein. Ah oui. Parce que quand il va falloir parler des Hollywood blondes et tout ça. Ouais, facile. 4 heures. Mais pour revenir sur ça, c'est les plus grosses stars de leur attitude, à part Taker et Mick Foley, c'est pas des gimmicks. C'est eux. Et même le Taker, c'est lui. Ouais, ok. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit, voilà, c'est que, en fait, les mecs ont tellement incarné leur personnage que c'est eux, en fait. Juste avec des curseurs montés à fond. Mais c'est vraiment eux. The Rock, c'est lui. Triple H, c'est lui. Quand on va parler tout à l'heure de Triple H, je vais me faire bâcher. Mais j'ai un truc très important à te poser sur lui. Ok. Pause. Dernière clope, on finit la dernière partie après. Ouais. Ça marche parce qu'il reste plus que 8 noms. Mais ça y est, on reprend avec le numéro 22. Enfin 21 parce qu'il y a un numéro que j'ai sauté, j'ai pas envie qu'on en parle, on en parlera une autre fois. C'était le Dungeon of Doom. On en a déjà longuement parlé, je l'ai sauté. Ouais. Alors, je reprends 22, c'est un peu les gimmicks de Rhodes, justement. Je fais un pot pour. Alors moi j'ai mis Undashing, c'est-à-dire c'est quand même une idée pas terrible. À la base, le mec il l'a sublimé quand même. Moi, l'idée est trop bonne, moi je trouve. Pour moi, c'est une des gimmicks. Pour moi, Undashing, c'est le masque, hein. Oui. Alors pour moi, c'est à cette époque-là où je croyais vraiment qu'Cody Rhodes allait toucher un titre mondial. Tu t'es pas trompé. Ouais, mais pas à l'époque là, mais tu t'es pas trompé. Pour moi, c'est le mec qu'on a le moins bien utilisé, justement qu'on l'a laissé partir dans les limbes, alors que il avait tout. Parce que l'idée de dashing était parfaite déjà de base. Parce que le mec est beau,
Donc le mec il se l'a pété grave, star la plus belle de WWE, où on le voyait avec les divas, avec sa serviette, avec son putain de sourire bright, machin. Dashing, hein, je parle. Hein. Oui. La musique, Smoke and Mirror, génialissime. Il y avait tout le package qui était génial. Et il faut faire évoluer ce personnage, parce que c'est un personnage juste de beau gosse, un peu de narcissique, si on revient sur Lex Luger. Comment on peut faire évoluer ça? L'idée est géniale. En plus, on met le bon gars face à lui, on met le babyface ultime Rey Mysterio, qui lui pète le nez dans le match, ou il lui pète à peine le nez, mais que lui, en fait, ça a abîmé son beau visage, parce qu'il était forcément un narcissique. Et que le gars, en fait, ça le trauma. Il devient traumatisé, il devient dégénéré, il se met ce putain de masque en plastique, alors qu'on voit qu'en fait, il a rien, hein. C'est ça qui est génial, en plus, c'est que le mec, il veut mettre un masque de protection en disant qu'il est défiguré, il se cachait dans la pénombre, machin, avec la capuche et tout, en disant, je suis défiguré, un peu la Joker, un peu machin, alors que le mec n'a absolument rien. Donc, où tu vois que c'est tout du psychologique, c'est génialissime. Vraiment, c'est génialissime. Undashing, c'est une de mes gimmicks de l'ère récente préférée. Ok. Vraiment, j'adore Undashing, le mec, il le faisait trop bien. Il a commencé à changer sa diction quand il parle au micro, parce qu'il a toujours été bon au micro, Cody Rhodes, un des mecs sous-estimés au début. Quand il est parti à WWE, quand il a dit la liste des mecs qui voulaient affronter, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Regardez ce qu'il est maintenant. Mais il les a tous affrontés, non? Il les a tous affrontés et il est devenu c'est la méga star. Ouais. Et il a fait sa diction, il parlait beaucoup plus calme, vraiment, et avec une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus torturée et tout ça. On a mis son père dedans qui a essayé de, on pensait qu'il allait essayer de le remettre dans le droit chemin, mais en fait c'était pour trahir Rey Mysterio. C'est un des seuls matchs à sauver de WrestleMania 27. Ça je l'avais déjà dit. Et que derrière, le coup des sacs en plastique, des sacs en papier qui mettent la tête des gens, j'adore cette idée. Ça, c'est pris. Parce que, voilà, moi, je suis défiguré, j'étais l'homme le plus beau du monde, mais en fait, vous n'êtes que des déchets, vous devez vous cacher, moi, je suis obligé de me protéger, je ne veux plus montrer mon visage, mais par contre, vous devrez pas le montrer parce que vous êtes moche. Je trouve ça génial. C'est South Park. Bah oui, ouais, c'est le sac à plaisir du chef. Ouais, c'est ça, c'est ils ont piqué ça au chef dans South Park. L'idée est génialissime, et derrière, après, c'est que quand il arrive en fait à toucher le intercontinental et tout ça, dans son règne, au bout d'un moment, en fait, il enlève le masque, il dit qu'il a plus rien, et il devient juste normal. Et en plus, on revient sur la musique Smoke and Mirror, qui est génialissime en dashing. La version Undashing, elle est encore mieux. Ok. Voilà, elle est plus ténébreuse, machin, hein, avec le wow, hyper lent et tout. Vous sentez la passion. Ah ouais. C'est une de mes gimmicks préférées de tous les temps. Ok. Vraiment, j'y vais jusque là. C'est dommage que ça n'a pas été plus loin. Bah, je suis Merci content. au booking de con WWE, mais arrête, le booking est toujours bon. Mais si tu veux parler de ces autres gimmicks, on parle vite fait de ces autres gimmicks. Stardust, t'en as dit un petit peu. J'en ai dit un petit peu. C'est dommage que lui, il a tout essayé pour que ça fonctionne, mais que ça aurait pas pu marcher, et que le booking n'a pas suivi derrière. Où ils ont voulu en faire un super-héros, où il a affronté Neville, où ils ont fait venir Stephen Amell, machin, il y avait de l'idée, hein. Et que, en fait, ce mec-là, il est devenu l'American Nightmare. Et qu'en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens attendent ça à la WWE, c'est que c'était l'un des meilleurs heels de tous les temps. Franchement, la trahison du Bullet Club, quand il trahit The Elite pour reprendre le Bullet Club face à Kenny Omega, il est génialissime, Cody Rhodes. Vraiment. C'est le fait de reprendre c'est facile, hein, de prendre American Dream et de le transformer en American Nightmare. Oui. L'idée est simple, mais en fait, il l'a incarné. Et en fait, c'est l'image de l'Amérique, justement. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est le babyface le mieux utilisé actuellement. Parce que, en fait, c'est un babyface, mais dans l'air du temps. Ça veut dire qu'on sait que le gars, c'est Hulk Hogan, hein, je suis désolé, quand on voit comment il est en face et tout ça, mais on sait qu'il a une part sombre. Comme tous les gens de la vie réelle. Ouais. Donc on peut s'identifier à lui, c'est le mec qui a réussi, il représente l'American Dream, mais on sait que le gars, il en a bouffé de la merde avant. Donc c'est un mec réaliste. Mais moi, j'ai envie de te dire, les gens attendent son heel turn. Mais qui pourrait être le face parce qu'en fait, c'est lui le top face. Y a qui en dessous de lui comme top face en ce moment? Actuellement, j'en vois pas. C'est ça le problème. Ouais. C'est que si tu le passes heel, mais il faut le mec pour se battre face à lui. Si tu te retrouves avec un heel turn tout pourri à la John Cena. À la John Cena. Bah, est-ce qu'ils auraient pu, dans une vraie idée du heel turn de John Cena, ça aurait été bien un double turn à la fin. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Mais ça, on en parlera beaucoup dans la vidéo de John Cena, parce que là, je vais vous bâcher, hein, les gens qui sont dans l'instant et qui veulent. Je reviens sur ce que j'avais dit dans une des vidéos, j'avais beaucoup développé, où qu'on est dans une ère popcorn, social media l'era, je vends ma cam, social media l'era, et qu'en fait on est tout dans l'instant, et c'est la WWE, tout dans l'instant. On n'a pas le temps de digérer, en fait, c'est popcorn. Mais c'est pas que pour. Non, mais c'est dans tout. C'est dans tout, oui, je l'avais dit que c'était dans tout. Moi, dans le foot, je deviens fou. Voilà, mais dans la WWE, c'est vraiment l'incarnation de ça. Et John Cena, calmez-vous les gens, en fait, il fallait attendre de digérer, en fait. Ah oui, sur le moment, c'était cool, hein. Mais regardez ce que c'est devenu. Je suis d'accord. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire? Non, c'est bon.
Là maintenant, on va passer à un catcheur. Pour moi, c'est une gimmick. Alors là, par contre, c'est une gimmick de merde et tu pourras pas la défendre. Bah, c'est Shorty G. Oh putain, pauvre Chad Gable. Ah bah il est petit, il est face à Baron Corbin, il est petit, bah Shorty G quoi. Voilà, j'ai fait le tour. C'est nul. C'est à chier. C'est à chier. T'as l'un des meilleurs catcheurs de la promotion, ok, il est petit, mais tu peux en faire, comme on a dit, l'incarnation de Kurt Angle, la réincarnation de Kurt Angle, et en fait t'en fais ça quoi. Attention parce que là, je vais t'envoyer après lui. Ouais. Profite parce qu'après lui, je vais t'envoyer du lourd. Ah ouais, non mais lui. Dans la merde, je pense qu'après, on est pas mal aussi. Le truc c'est que, comme on est derrière l'instant, je sais pas ce que ça va donner. Là il est blessé, donc c'est quelqu'un d'autre qui a pris ce rôle-là, et il le fait encore mieux. C'est le grande Americano. Ou... Juste enlevez-lui le diving headbutt, les gars. Voilà. non, l'idée est bonne. Moi, le diving headbutt, ça me... Voilà, mais l'idée est bonne. Mais maintenant, c'est Ludwig Kaiser qui est sous le masque, et il le fait encore mieux, parce qu'il parle espagnol, et qu'il est complètement fou, et que cette gimmick fonctionne, et que ça fonctionne au Mexique. Le mec, il est ultra over au Mexique, cette gimmick. Je sais pas où on va en finir avec ça, j'en ai aucune idée. Une battle royale entre Grande Americano. Que des Grande Americano, j'en sais rien. Mais même Chad Gable, même ça, il a réussi à le faire fonctionner. Avant que quelqu'un le reprenne et qu'il continue le buzz dessus. Il est fort, il est très fort. Chad Gable, pour moi, c'est le catcheur WWE le plus sous-estimé par tout le monde. Si j'avais le droit de faire du fantasy booking, mon opener de rêve d'un WrestleMania, ce serait Kurt Angle face à Chad Gable. Ah bah... Ce serait mon opener. Ouais, bah oui. Non, moi, Chad Gable, je l'avais dit les moments où il avait tourné heel, justement, quand il avait rendu Otis sérieux, qu'il avait défoncé Sami Zayn, machin. Moi, je voulais un run de champion. Pour moi, il fallait le mettre champion, limite, à ce moment-là. Vraiment. Parce que c'est l'un des meilleurs catcheurs in-ring de la promotion. Que le gars, il arrive à être comme Kurt Angle. Il arrive à être comique, il arrive à être sérieux, il arrive à être un tueur, il arrive machin. Mais là, c'est compliqué hein, pour le titre en ce moment. Enfin, même si en ce moment, on suit moins. C'est ultra bouché. Mais c'est ce que j'allais dire. T'as Cody Rhodes d'un côté, et t'as Seth Rollins. Et leur booking de merde. Joker. Ouais. Mais ouais, Shorty G, il y avait... Pour moi, c'est de la merde. Ah, Shorty G, le pauvre, quoi. Bon. Là, attention. Meilleur clan ever de toute l'histoire. Rétribouffon. Oh. Rétribution. Bah, c'est de la merde. Les pauvres mecs, ils ont même pas eu un budget pour leurs costumes, c'est des vêtements de paintball. Oui, c'est ça. C'est de la merde. Le pire, c'est tous les noms, je l'ai plus en tête, Nico, il le dirait bien mieux que moi. C'est tous les noms du groupe Mass. Il y a Massé, il y a pas un Bifab ou un truc comme ça. Non, c'est Mass, c'est Tifab, oui, un truc comme ça. C'est Tibar. Tibar, c'est ça. Tibar, Dijak. Oui, mais c'est surtout que quand tu vois la signification des noms, c'est de l'argot urbain, et ça veut dire des trucs pas très Charlie, pas très halal, si vous voulez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire je crois que Tibar, ça veut dire branlette, hein, ou un truc comme ça, dans un argot urbain, une connerie comme ça. D'accord. Peut-être des bêtises. Je l'ai plus exactement, mais Nico me l'avait dit, et que en fait les noms déjà ça allait pas. Ça c'est totalement idée Covid de McMahon. Hein. Il nous avait fait aussi Raw Underground, hein, je vais pas continuer. Et là il se dit on va refaire un genre de Nexus en ère Covid, où on va faire passer des mecs, sauf qu'en fait ils savaient même pas à qui donner cette gimmick, parce qu'en fait, entre les premiers segments de Rétribution, ils sont jamais le même nombre, c'est jamais les mêmes physiques, donc on sait pas qui c'est. Ouais. Donc c'est pour Avas, on les met devant, c'est un clan que, instantanément, il a tué, parce qu'en fait, les mecs, ils affrontent des catcheurs, ils perdent tout de suite. Il aime bien faire ça. Voilà, il aime bien faire ça, du coup, ça a pas marché. L'idée, je la comprends, mais c'est une exécution à chier, et ça devait amener au leader caché. Parce que en même temps qu'il y avait Rétribution à Raw, à SmackDown, il y avait le hacker, souviens-toi. Le hacker de con, là. Et le but, c'était de rassembler les deux. Et pour que ce soit Mustafa Ali qui était le hacker et le leader de Rétribution. Sauf qu'en fait, le mec a eu une idée, mais il s'est dit, mais je vais pas mettre les moyens pour que ça marche, en fait. Ouais, je m'en bats les burnes. Et en fait, ça a échoué. Mustafa Ali, il s'en est jamais relevé. Ouais. Les Rétributions, les pauvres, qui étaient dedans, il y en a, ils sont encore sous contrat, il y en a d'autres qui sont partis. C'est catastrophique. Ça, pour moi, c'est de la merde. Ah, pour moi, c'est un des pires trucs que j'ai jamais fait. En plus, tu voulais faire un truc sympa, non? Il devait pas être contre le système. Bah si, c'était ça. Mais dans l'idée, ça peut être sympa. Non, mais même le fait que les mecs sortent de nulle part, ils viennent, ils défoncent tout et machin, pourquoi pas? En plus, ça leur permettait, comme on était dans l'ère Covid avec le Thunderdome, de pouvoir faire des effets, des trucs comme ça, un peu de cinématique, un peu de trucs comme ça. Oui, parce que je crois que le premier truc, c'est cinématique, hein. Tu les vois détruire, le ring, à coups de tronçonneuse et machin et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est juste que, ça, c'était du McMahon de l'époque, ça veut dire que t'as une idée, mais tu la fais pas suivre. Et en fait, derrière, les pauvres mecs ont dû incarner ça, quoi. Ouais, bah ça, faut te le manger.
Ouais, tu vois, il y a encore Michin qui est encore sous contrat. Mais par contre, tu vois, je pense que les mecs, quand on leur a proposé ça à la base en vestiaire, ils se sont dit, ah putain, super. Ouais, mais moi je te dis, après, ils l'ont proposé à aucun mec. Parce que ça changeait de physique toutes les semaines dans les premiers trucs. C'est que même eux, ils savaient pas à la base. Ils savaient pas à la base. C'est du Rousseau, je suis désolé, c'est du Rousseau. Il y a ça, rétribution, et la cage de... d'Eric Rowan. Voilà. Pour moi, ça, c'est la même merde. Oh, putain. C'est les merdes où tu sais pas où ça va. Catastrophique. Candidat suivant? Oui. Alors, le candidat suivant, alors là. Le candidat. Ouais, parce que ça me fait penser à, c'est dans un film. Attends, je note le timecode. Pour moi, là, par contre, une des, pareil, gimmicks qui a été au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Bah, Dwink. Oui, bon, est-ce que tu Donk. Voilà. Ink, Pink, Ink. Alors, il y a deux choses différentes avec Donk. C'est que le début, c'est génialissime. Mais c'est ça, ce que je te dis. Ah, non, mais c'est génialissime et c'est le bon gars. Donc le Donk Hill, quelque chose, non? Matt Bourne. C'est ça. Le Donk Hill, exceptionnel. Où le mec, c'est un psychopathe, il clown, machin. Les gens il aussi, flipper et tout. Lui, ils auraient pu en faire une dinguerie. Sauf qu'après, ils se sont dit, ouais, mais c'est un clown. On est dans l'ère un peu 80-90. En fait, un clown, ça doit être face. Donc par contre, je respecte Matt Bourne parce que lui, il a dit, si vous tournez mon personnage face, j'arrête de le faire. Il l'a fait. Et il s'est barré. D'accord. Donc le mec, je le respecte. Et ils l'ont donné à un autre mec. Et, bah, ça marchait. C'est nul à chier. C'est un truc de low card, c'est une attraction. Où il venait avec les nains, les machins et tout ça, les ding, ping et wink, là. Voilà. Ça a marché, ça. Donc, Face, derrière, ça a fonctionné, dans le sens où c'est une attraction rigolote, un personnage comique et tout. Je l'enlève pas. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Mais par contre, ils auraient dû tellement capitaliser sur le Donk Hill. Le problème, c'est que c'est juste qu'il était pas au bon moment. Ouais, puis ça dure un peu. Et puis je crois qu'en fait, à un moment, quand même, ça marche bien. Est-ce qu'ils ont pas été au-delà de la gimmick de ce qu'elle pouvait apporter? Bah, en fait, ça marchait tellement bien en version Hill qu'ils ont voulu faire tourner organique en disant aussi qu'un clown, ça doit être face, quoi. Bah ouais. Et le truc, c'est que ce mec-là, je pense qu'il serait arrivé plus tard, avec les gimmicks là, avec toute l'esthétique qu'on a eu, genre dans les récentes, hein, avec le Joker de Heath Ledger, les choses comme ça. Donc l'esthétique du clown maléfique avec le film Le Ça et tout ça, tu le faisais mettre dans l'ère récente en ne changeant même pas le chara-design, hein, si un petit peu en le mettant un peu plus au goût du jour, ça aurait marché, je pense. Parce que ça aurait été juste un clown taré et pas un clown mystique qui a des pouvoirs, un psychopathe sous le costume d'un clown. Et ben ils auraient pu vraiment le personnage du début de Matt Bourne, dans l'ère récente, je pense, ça aurait pu marcher. Excusez-moi. D'ailleurs, vous pouvez savoir à quel point il était important à cette époque-là. C'est que si vous rechopez des vieux jeux il est dedans. Super Nintendo, il est dedans. Ouais. Il est dans tous les jeux. Ouais. Et à l'époque, t'avais pas des rosters énormes, hein, oui. dans ces jeux-là. Ouais. T'avais une dizaine et encore, t'étais content quand t'en avais 10. Et ben, il est dedans. Oui. Non, parce que c'est une esthétique marquante, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour vous dire, un clown qui cartonne de ouf, c'est la AAA. La plus grosse star de la AAA, c'est Psycho Clown. Ouais. Et ça fonctionne. Non, mais moi, les clowns. Et ça fonctionne pas qu'au Mexique, parce que quand ils font des choses aux États-Unis, Psycho Clown, ça marche. C'est un nom. Pour moi, c'est quand même une gimmick à un moment, t'arrives au point où tu sais plus où tu seras quand même bloqué par le plafond de verre. Ouais, mais regarde non, parce qu'il aurait pu être un personnage de taré qui n'a pas besoin d'aller au main event. Tu vois, comme un Jake Roberts ou un truc comme ça. Mais un clown tapé, en fait. Ça aurait pu fonctionner. Mais regarde la WCW, bon, c'est une ère qui est un peu bordélique parce que c'est l'ère 99-2000. Les Insane Clown Posse. On en a parlé. Avec les statistiques hip-hop, plus clown, plus machin, ça marchait. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, on va parler. Alors pour moi, là aussi, on est sur une gimmick où ça a été trop loin. Et ça n'aurait jamais dû aller aussi loin parce que c'est une insulte au catch féminin. C'est Santina Marella. Ah ouais, Santina Marella. Alors, le faire, ok, pourquoi pas. Mais il fallait pas lui faire gagner la bataille royale des divas. Ouais, non. Ça, c'est une insulte. De la faire Miss WrestleMania, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une insulte. Alors, Santino Marella, on l'a déjà dit, c'est un des plus grands catcheurs connus de l'histoire. J'adore ce mec. Ouais. Je le vois à la tienne aujourd'hui, je suis content de le voir. Ouais, il est génialissime. Lui, pareil, il prenait à bras le corps ce qu'on lui donnait de faire. Pas lui, par contre, lui aussi, hein. Lui aussi, n'importe quel gimmick, lui, il le jouait. Hein. Lui, il avait envie de le faire. Et le coup de Santina Marella, le truc, c'est que c'est quand même assez récent. C'est quand même ça qui est ouf, hein, c'est 2008-2009, des conneries comme ça, je crois. Hein. Ça a marché, j'ai envie de te dire, entre guillemets. Moi, j'aimais pas. Hein. Mais moi, déjà, l'idée, je la trouvais à chier. Déjà, de base, je la trouvais à chier, j'avais déjà trop grandi, peut-être. Moi, j'ai l'impression que les mecs, je sais pas, il y a un des gars qui a regardé un épisode de La Vie de famille d'il y avait 15 ans. Ouais, c'est ça. Où il a vu Steve Urkel jouer sa grande tante. Oh. Et encore une fois, c'est daté. Et il s'est dit, vas-y, refais ça. Voilà, c'est de la merde. Voilà, ou Madame Doubtfire, ou des trucs comme ça. C'est ultra daté.
En plus, c'est vraiment pas arrivé au bon moment, mais le pire, c'est que ça a quand même marché parce que on a la sympathie pour Santino Marella. Ouais. Je pense que lui, ça aurait été n'importe quel autre mec on aurait fait faire ça aurait pris des bûches, quoi. Et lui, non. Lui, non. Les gens, il est trop sympa. Ouais, il était trop sympa. Lui, vraiment, il a eu la chance d'avoir le facteur à quel point les gens l'aimaient, quoi. Ouais. Mais c'est ni fait ni à faire, un truc comme ça. Parce que Santino Marella, le personnage comique, ok, et à un moment, pareil, t'arrives au plafond de verre, tu sais plus quoi faire. Après, ça me permet de faire un autre parallèle où ça, c'était dans l'ère récente, et là, franchement, c'est catastrophique. Souviens-toi, on est déjà révolution féminine, soi-disant, où le premier Money in the Bank féminin est gagné par James Ellsworth. Ah, putain, qui le donne à Carmella. Qui le donne à Carmella. Ça, je trouve, c'est encore pire que Santina Marella. Bah, pour te décrédibiliser un truc, c'est génial. Ça veut dire que le premier, en pay-per-view, le mec qui décroche la manette qui le donne à Carmella, c'est James Ellsworth. Pour qu'il refasse le Money in the Bank à SmackDown pour que c'est elle qui décroche le titre. Dans ce que tu peux considérer en plus un truc vraiment important, parce que bon, Miss WrestleMania, c'était un truc, ouais, on était encore dans l'ère des divas, donc ouais. ça, je suis d'accord. On s'en bat les couilles. Là, on était dans l'ère des catcheuses, on fait enfin un Money in the Bank pour les femmes, les gens étaient hypés de ouf, et putain, James Ellsworth, il décroche le truc, quoi. Putain. C'est un manque de respect envers les femmes. Envers les femmes, je suis d'accord avec toi. T'allais dire les grosses. Ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'on passe au suivant? On passe au suivant. Alors, attention. Là, le suivant, moi, on risque de prendre un peu de sel. D'accord? Ok. Déjà, il y a The Fiend. Bah, The Fiend, je vais redire ce que j'ai déjà dit. C'est une gimmick dans les années 90. Ouais. Moi, le problème de The Fiend, c'est que l'esthétique exceptionnelle, créativité de fou, un design de malade, la musique, je l'adore, elle est dans une de mes playlists, donc je l'écoute encore. Mais le truc, c'est que ce personnage-là, tu peux pas le foutre en main event, et c'est quand ils l'ont foutu en main event que c'est parti en couille, parce que il est imbattable. Imboucable. Mais c'est même pas le fait qu'il, comme son personnage est imbattable, ça rend le truc imboucable dans les récentes. C'est ça le problème, c'est que tu ne peux pas sortir over d'une feud face à The Fiend. Regardez Seth Rollins, ça l'a massacré. Derrière, les gens ont pété un câble avec Goldberg, je suis totalement d'accord, ça aussi, il fallait pas le faire. Mais déjà, de base, The Fiend n'aurait pas dû aller au main event. Je suis d'accord, ne jamais toucher le titre. Jamais toucher le titre. Et puis ça pour rendre over les mecs, c'est, par exemple, la rivalité qu'il a eu face à Daniel Bryan. Où il a permis de transformer Daniel Bryan qui sortait de son truc vegan, où il était terrifiant, machin, de le rendre face, de machin. Ou c'était l'inverse, je sais plus dans quel sens ça s'était passé. Mais, en fait, c'est que il devait jouer sur que s'appelle le subconscient et le sous-jacent de ses adversaires pour pouvoir les faire évoluer dans leur personnage et les rendre over. Donc ça a marché avec Daniel Bryan, et en fait ça n'a pas été fait avec les autres. Et donc du coup ça a donné de la merde. Et le pire de tous, pour moi ça restera la rivalité face à Randy Orton. Vraiment, pour moi c'est le pire de tous, parce que ça n'a pas de sens. Où là tu ne peux pas, moi je n'arrive pas à suspendre mon incrédulité parce que ça va beaucoup trop loin. Ouais, et puis la WWE qui a pas un budget pour avoir un Photoshop correct. Ouais, non mais c'est catastrophique. Mais ça je suis d'accord avec toi, mais le problème, excuse-moi, hein. Le problème, c'est que je pense que The Fiend, c'était exactement comme t'as dit il y a quelques minutes avec Santina. C'est un truc qui, au début des années 90, ça aurait peut-être pu marcher. Oui, le catcheur imbattable, le monstre. Non, mais même pas. Parce qu'en fait, sa gimmick, ça aurait été une attraction comme le Taker, où le Taker ne touchait pas le titre. Oui, mais justement, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, le truc, c'est que mec imbattable à la Goldberg, oui, tu vas l'emmener vers le titre parce que c'est un mec réaliste. Là, le mec fait de la magie, fait de la mystique, il est imbattable. C'est pas moi qui a dit Goldberg, les gars. Voilà, il est intuable, tout ça. Et ben dans les années 80-90, il aurait été à part. On l'aurait envoyé affronter les Steve comme le Taker, des machins comme ça. Il n'aurait pas très peu touché le titre. Mais ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Le problème, là, dans l'ère récente, comme il a été ultra over, ce qui est normal avec tout l'esthétique et que le mec, on le connaît, on sait que Bray Wyatt, c'était un mec de fou, quoi. Donc les gens étaient à fond dedans. Donc c'est pour ça que eux ils se sont dit, on va le mettre au main event. Normal, il vend. Ouais, sauf qu'en fait non, parce que vous arrivez pas à le booker derrière. Personne peut booker ça. Personne. Je suis d'accord. Dans les récentes, pour moi, c'est impossible. Le seul, et c'est celui qui sont le plus foiré, bordel de merde, c'est Bray Wyatt. Wyatt Family. Ça, oui. Le gourou de secte sans magie, où c'est juste un tapé gourou manipulateur, lui, tu peux l'envoyer au main event, parce qu'en fait, le mec reste réaliste. C'est pas pareil. Et sauf que lui, c'est celui qu'ils ont le plus chié dessus. Malheureusement, alors que pour moi, c'était la gimmick de Bray Wyatt qui avait le plus potentiel. Chaque fois qu'il aurait dû lui faire gagner un match important, ils l'ont cuté. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, c'était c'était cette gimmick-là de Bray Wyatt qui aurait pu l'emmener, le faire devenir main eventer. Je suis d'accord avec toi. Mais ça n'a pas été fait. Je suis d'accord avec toi. Mais ça y est. Le 28, le 29, on va les regrouper un peu. D'accord? Parce que je dis pas que c'est des gimmicks de merde. Je dis juste que quand tu regardes ce que c'est la gimmick, tu te dis c'est un peu limite. Parce que si je te dis déjà des trentenaires qui font des blagues pipi caca, la DX, c'est spécial comme gimmick.
Est-ce que ça a plus marché parce que c'était les bons gars? Parce que, en soi... Tu parles de la nouvelle DX? Oui. Ah, la nouvelle DX, c'est de la merde. Oui. Mais si tu parles d'ancienne DX, c'est pas une gimmick. C'est eux? C'est eux en backstage qu'on va mettre à la télé. Ok. Donc c'est pas une gimmick. Donc pour moi, c'est normal que ça ait marché. En fait, c'est deux des meilleurs potes, les deux restes de la clique, qu'on ont plein le cul qu'ils ont envie de montrer ce qu'ils sont à la télé, Ouais. qui vont chier sur le kayfabe, et qui sont dans l'oreille de McMahon au taquet, que ce soit l'un ou l'autre. On en parlera beaucoup dans la vidéo de Bret Hart, parce que toi, qu'on parle de l'aigreur de Bret Hart, en ce moment, il parle beaucoup. Ah bah c'est bien, du on coup, va en parler. Du coup, on aura des sujets de discussion. Il est aigre. Et en fait, c'est juste Shawn Michaels et Triple H qui faisaient backstage, on les a mis à la télé. Et ils ont, pareil, poussé les curseurs à 125, à 200. Et en fait, vous faites les règles, on va les briser. C'est pas une gimmick, la DX. D'accord, ok. Donc du coup, parce que moi, tu vois, je me dis, ouais, donc comme c'est pas une gimmick, ça marche. Parce que le pipi caca, il y en a eu quelques-unes dans la première DX, mais c'était tout, en fait. C'était juste, on brise les codes. Point. Donc on brise tout. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils allaient loin, surtout sur le sexe, le cul, le caca, ce que tu veux. Là, on va rester attaché au même mec. Ouais. Moi, c'est Triple H quand il est en Conan. Je trouve qu'il est... Le Triple H de game, du coup. Triple H quand il est en Conan le barbare. Quand il fait Conan dans ses entrées à WrestleMania, par exemple. À WrestleMania 22, à Avec le casque et 30, le truc. Je trouve qu'il fait kitsch à mort. Et que j'ai énormément de mal aujourd'hui, quand tu regardes, t'as l'impression que son costume, il l'a acheté au... Non, mais du coup, ça rentre pas une gimmick, c'est juste des entrées. C'est pas la gimmick, mais je me dis, Triple H, finalement... Moi, je trouve que ça colle totalement au personnage, avec son ego surdimensionné. C'est le mec qui a toujours été bourré d'ego, il s'est toujours vu toujours plus grand, plus beau, tout ce que tu veux. Parce que tu sais, quand il Donc, du coup, pour moi, c'est mégalomane. Basta. Quand il a le casque avec la tête de mort, ouais. Il est quand même au-delà du... Enfin, je sais pas, moi je trouve moi je trouve que ça rentre dans la mégalomanie de Triple H. Quand tu rentres comme ça. Maintenant, si tu prends quelqu'un... Mais pour moi, il a fait pire, si tu parles dans le kitsch et dans l'abus. Souviens-toi de son entrée face à Roman Reigns à WrestleMania 32. Avec la moto. Avec la moto et Stephanie McMahon qui descend du haut et machin. Pire, c'est que moi j'ai kiffé. Mais en fait, c'est pas une question de kiffer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à avoir ton sens. Alors, je t'explique. Pour moi, c'est du catch, donc c'est coloré. Donc la WWE, c'est coloré. Qu'on part dans le kitsch et dans l'extravagance et l'argent d'Alex, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu prends une personne qui ne connaît pas le catch. Ouais. Qui a jamais vu de catch. Tu vas lui montrer l'entrée de Roman Reigns. La personne va dire waouh. Maintenant, tu vas lui montrer l'entrée de Triple H avec le casque en truc, le machin, et le casque que tu vois qui a été acheté au truc du coin. Moi, je te dis que ça fonctionne au taquet. Eh ben, moi, j'aime moins. Parce que toi, t'as vieilli. T'es plus dans l'air du temps. Peut-être. Entre guillemets, parce que je suis désolé, l'entrée de Cody Rhodes avec son masque de dégueulasse, les gens ils kiffent. Ouais, mais alors je suis désolé, le casque de son tatouage dans le cou, à Cody Rhodes, il est dégueulasse. Ouais, dans l'idée. C'est moderne. Souviens-toi, dans les trucs modernes, là, heureusement ils ont arrêté cette saloperie, les CGI dégueulasses. Oui, alors, les CGI, ça c'était de la merde. Mais pour eux, ça marche. Ouais, je suis d'accord. Donc encore une fois, c'est ta vision. Là, pour le coup, on peut pas prendre une objectivité, c'est ta vision à toi. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, les entrées Triple H, c'est les entrées que, dans leur moment où ça va buzzer à mort sur les réseaux sociaux, les entrées Triple H, c'est des trucs parfaits, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, je sais pas la chose. Parce que regarde, un mec qui a le même physique et qui est utilisé catastrophiquement, on va pas en parler. Regarder une, mais moi, ces entrées-là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est kitsch. Pour moi, je trouve celle-là, c'est celle qui fait le moins kitsch, pour le coup. Parce que quand tu le vois debout, t'as vraiment, après, c'est la 22, les amis. En fait, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça me fait sortir de ma ton incrédulité, ouais. Où en fait, je vois que tout autour, eh ben, c'est fake. C'est une fausse épée, c'est un truc en plastique, c'est un machin. Ah oui, en fait, tu vois en fait, t'arrives pas à voir la magie de son entrée. Voilà, et tu vois que les artifices. Et je me dis qu'en fait. Mais sauf que je vais te faire un parallèle d'un mec qu'on adore tous les deux et c'est le mec, casse-toi, vraiment, prends ton contrat, déchire-le et va-t'en. Ouais. Drew McIntyre, je suis désolé quand il a commencé à rentrer avec son épée. Ouais, sauf que son épée, elle fait moins plastoc que celle de Triple H. Souviens-toi, WrestleMania face à Baron Corbin où il tape sur les cordes et que l'épée rebondit plus que les cordes. Donc ça me sort. Ouais, bah voilà. Parce que ça, c'est une utilisation de Google. Quand Triple H, il vient, comme tu dis, en Conan le Barbare, en roi, en machin, il fait son entrée comme ça, sauf qu'après, c'est un catcheur. Oui, je suis complètement 100% c'est pas comme si il venait comme ça et qu'il allait catcher comme ça. Ah bah là, que c'est comme ça, je peux pas. C'est pour ça que, par exemple, quand ils ont fait, on revient sur un truc que j'ai dit un peu au début, vite fait, en début de vidéo, Viking Experience, Viking Raider. Oui. Ça, j'y crois pas. Non.
Là, maintenant qu'ils reviennent, catcher comme ça. Voilà. Et ça, moi, pour moi, ça, c'est des gimmicks datés. Et maintenant, est-ce que tu vois ce que je veux te dire avec Triple H? Je comprends, ouais. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si je regardais, excusez-moi, hein, pourtant, tu sais que j'ai l'amour que j'ai pour Triple H, c'est comme si je regardais un film où le budget effets spéciaux, il y en a pas. Ouais. Non, pour moi, ça reste dans le truc des entrées de catch grandiloquentes, mégalomane, et que c'est larger than life, où on aurait tous rêvé de faire son entrée au taf comme ça. Tu vois, dans l'idée, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. J'aurais préféré rentrer comme lui au Royal Rumble 2002, tu vois. Ah, oui, là, je veux bien la faire son entrée. Non, moi, les entrées comme ça, vraiment grandiloquentes, après, il y en a certaines qui ont été ratées, par exemple, celle face à Sting, parce qu'on est en pleine journée, il rentre en Terminator, c'était foiré. Je trouve que l'entrée de Triple H, de base, à Raw, avec la bouteille, et ben moi, ça te touche beaucoup plus, que quand il rentre avec tous ses costumes, en fait, où c'est acheté au Jouet Club. Ouais, mais quand tu vois les Undertaker rentrer, c'est pareil, hein. Ça fait moins, ces trucs, tu as moins l'impression que c'est fake. Ah, bah, Triple H, c'est ton impression, du coup. Triple H, j'ai vraiment l'impression que, en fait, Triple H, maintenant, quand je regarde cette entrée-là de WrestleMania 22, je crois, je vois que tout est en plastique. Et ça me sort du truc. Ok, je comprends. Et je le vois vraiment. Bah, c'est bien, ça te permet de donner un point de vue un peu différent des autres. Même si, attention, après. Bah, mettez-le dans les commentaires si d'autres personnes ont la même impression que toi, parce que... mais après que j'ai dit ça. Ouais. Et justement, allez voir l'entrée et regardez, et moi, je jure, en fait. Alors que moi, je suis sûr que vraiment, je me recolle l'entrée là, je kiffe. Bah, mais c'est pas une question de kiff ou pas, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me sort, et ben, c'est ça. Bah, non, mais moi, ça me bousille pas mon plaisir. Et moi, je suis un peu court sur ça, ça me bousille. Okay. Le trône, tu vois qu'il est en plastoc, et ça me sort. Et tu sais que ce truc-là, ça a tellement été marquant et mythique, que je vais te donner une anecdote avec Cody Rhodes, après on passera au numéro suivant. Lors du premier pay-per-view AEW, il pète le trône de Triple H. Ah bah. Pour faire la guerre, tu vois. En disant, voilà, moi aussi, on est en guerre, machin, et en fait, il tape le trône de Triple H. Ah bah voilà. Oui, donc c'est devenu, c'est un mème dans le truc. Parce que Triple H, là, plus maintenant, parce que maintenant les gens lui chient bien dessus, hein, mais quand tout le monde, goulûment lui avalait son chibre, désolé de la vulgarité, durant NXT Black and Gold, hein, n'oubliez pas que Triple H, c'est l'un des mecs les plus mégalos de toute l'histoire du catch. Non. Voilà, je l'adore Triple H. Oui, je suis d'accord. Mais on va dire que humainement et backstage et machin, faut pas oublier que c'est un gros pourri. C'est vrai. Et qu'il a toujours voulu mettre, comme tu l'as dit dans une ancienne vidéo, et je vais te paraphraser parce que j'adore, s'il était capable de catcher aujourd'hui, il aurait un match à WrestleMania, c'est lui qui aurait le match le plus long du show. Et l'entrée, elle aurait battu, et l'entrée serait plus longue que 3 ou 4 autres matchs. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, si tu veux, je fais un dernier parallèle sur ça. Tout à l'heure, t'as parlé du film Ça. Et ben, en fait, c'est, quand je vois des fois l'entrée de Triple H, j'ai l'impression que tu veux faire, t'as le budget pour le téléfilm qui est sorti dans les années 90, mais tu veux faire le film qui est sorti dans les années. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Vraiment, moi, en fait, je le partage pas, mais je comprends ton point. Voilà, en fait, je vois que malheureusement, en fait, tu parlais des entrées d'Undertaker, mais il y avait moins de trucs tout autour. Les druides, ils étaient par terre, les machins, c'est pas pareil. Triple H, en fait, le truc, c'est qu'il a tellement voulu mettre de trucs, le trône, les nanas, le casque, Stéphanie, toutes les meufs d'NXT, le gros marteau, l'épée. Et en fait, à un moment, tu dis, ouais, non, mais à un moment, c'est bon, ton épée, pour moi, ça rentre dans son personnage, comme il en fait trop, il est mégalomane. Avec ton épée, je tartine pas mon beurre en plein été, quoi. Tu vois? Voilà. Bon, enfin, bref. Ah, je vais réussir à faire tourner, je vous le dis, les amis, je vais réussir un jour à faire tourner Thomas et qui va commencer à regarder du catch japonais où en fait il veut voir du in-ring et des vrais combats et pas du spectacle. J'ai pas le temps de voir du catch. J'ai même plus le temps de voir les matchs de foot, alors, voilà. Bon, il reste 2 numéros et après, fini. Le Spirit Squad. Ah, c'est bien de la merde, ça. Ouais, mais alors par contre, là pareil, on va pas être d'accord, je suis d'accord, l'idée de la gimmick est de la merde, mais l'utilisation c'est génial. Ah, l'utilisation était nickel. L'utilisation, ils en ont fait ce qu'il fallait. Parce que la gimmick là, t'es obligé d'en faire des heals que t'as envie de fracasser. Ah bah oui. Et c'est ce qu'ils en ont fait. C'est ce qu'ils en ont fait, et c'est surtout qu'ils l'ont associé à qui? À Vince McMahon. À Vince McMahon. Donc forcément, les mecs, ils ont eu de l'exposition à mort à la télé, même si, en plus, c'est rigolo cette gimmick là, parce qu'en fait, justement, les mecs ont réussi à gagner un titre et des trucs comme ça, mais quand ils affrontaient les gros main eventers, ils sont là pour se faire casser la gueule. Oui. Ça veut dire que les mecs sont boulets de proof. Ça veut dire que toutes les semaines, tu peux les envoyer se faire casser la gueule. Ouais. Et en fait, les mecs, ça leur relevait pas leur hit. Parce que eux, ils n'ont pas d'overness. Eux, c'était une hit nucléaire. Ils avaient tellement une gueule de con. Tous. Pauvre Dolph Ziggler. Non, mais je parle Négé. Déjà, rien que t'entends la musique, t'as envie que derrière, il se fasse défoncer. Mais ça, c'est sorti de l'espace. Mais en vrai, pour moi, ça a marché. C'est ce que je te dis. Ouais, ça a marché. La gimmick en soi, quand tu dis, on va faire 5 pom-pom boy. Oh putain. Et finalement, ils ont mais juste parce qu'ils l'ont collé à la bonne storyline et au bon personnage. Bien collé, comme il fallait. Voilà. Ça a été une super utilisation d'une gimmick un peu. Et pareil, il fallait leur donner le titre à un moment et il fallait, pour vraiment augmenter leur hit,
c'était une bonne idée. Surtout qu'en plus, ils battent Kenny Big Show, quoi. Donc, Non, t'avais dit non. non, je me suis... T'avais dit que c'était pas eux. Si, je crois que c'est qu'ils battent Kenny Big Show. T'es sûr? Ouais, je crois Il que me c'est ça. semble que t'avais repris dans un commentaire où t'as dit que c'était pas eux. Ah, peut-être, je sais plus. Je sais plus. Mais bref, on s'en fout. Mais ça a marché. Et puis c'était, non mais eux par contre, c'est vraiment la gimmick pourrie, les bons gars et bien utilisés. Ouais, franchement, ouais. Voilà. Bon, il en reste plus qu'un. Ouais. C'est peut-être notre gimmick préférée. T'en as déjà parlé tout à l'heure quand tu t'es trompé au Survivor Series avec Le Gobi Booker. Avec le Gobi Booker, est-ce que c'est pas une idée géniale? Ça, c'est vraiment, je pense, une des pires idées, même si on est dans les années 80, ce truc-là, je comprends pas. Le pauvre Mijin. Pauvre Minjin. Qui doit faire semblant, tu te rappelles? Ouais. Le pauvre Hector Guerrero, Alors oui. là. Alors oui, parce que justement, j'en ai parlé ce matin avec des mecs du Discord qui me disent on en a déjà entendu parler, mais on ne connaît pas cette anecdote. Donc vas-y, dis-le. Bah, en Qui fait, est dans le costume Hector du Gobi Booker. Guerrero, hein, de la famille Guerrero. Un de la famille Guerrero, les Guerrero qui sont reconnus pour être des quand même Rude, des catcheurs techniques et machin. ouais. Et là, le mec, on va en faire une dinde. Et le pire, c'est que... Non, mais... Et le pire, c'est que cette gimmick-là, c'est que ils l'ont teasé pendant des semaines dans les Mais c'est superstars quoi en et tout fait? ça. C'est Avec un 9. Bribella, non, Nikki Bella, Bribella, elle s'inspirait de ça alors. Pour faire quoi? Bah une dinde. Oh, et c'est Nikki. Ah, c'est Nikki, je peux pas blairer? Oui, c'est Nikki. Ah, tu peux pas blairer. je confonds tellement toutes les deux. que- Voilà. Non, il le tease et machin, et à tel point, on est dans l'époque 92, machin, les gens pensaient que c'était Ric Flair dedans. Oui, Voilà. parce que c'est au moment de l'arrivée de Ric Flair, on L'arrivée pense de que Ric c'est Ric Flair, et Flair. donc les gens, ils se disent, ouais, enfin, mais pourquoi déjà vous allez faire popper Ric Flair dans un œuf? Les gens qui ont pensé ça, ils sont fous. Alors là déjà, Ils sont fous. il fait l'overness de Ric Flair, elle est finie. Voilà. Et tu disais Minjin, non, c'est le pauvre Piper au commentaire en disant, ah, Piper. ouais, c'est où il est obligé de se branler dessus pour pouvoir vendre le truc. Mais quelle idée Ouais, géniale! et tout, ouais. Alors, C'est magnifique! voilà, et en fait, le mec sort de l'œuf un jour, il y a le reveal, il sort de l'œuf, donc c'est un mec avec un costume de mascotte de football américain. Et encore, oui, mais alors, C'est ça. acheté au même jouet club que les trucs de Triple H. Ouais, Et en plus, c'est le même truc que c'est la même journée que le Taker, non? je crois, ouais. C'est au Survivor Series, le même que le Taker. Non, c'est pas le même que le Taker, parce que justement, les gens pensaient que c'était Ric Flair, donc on est plus dans le 92. Tu crois? Un truc comme ça, je sais plus. Bref, on va pas regarder, vous nous direz dans les commentaires. Mais, en tout cas, ça se trouve, Mais c'est nul. C'est nul, et en plus, c'est pour rien faire, en fait. C'était juste pour faire une blague. il fait juste une danse, et c'est fini. Ils ont teasé ça pendant des semaines juste pour faire une blague où le mec danse comme une dinde, hein, comme un poulet, hein, en remuant le pauvre gars en dessous. Et puis derrière, tu veux en faire quoi en fait? C'est pour ça que je comprends pas l'idée de base, parce que tu vas en faire quoi après derrière? Je pense que c'était pour... C'est quoi? Tu voulais faire battre Hulk Hogan, ou c'était quoi l'idée? Tu vois, je comprends pas en fait. Ça, c'est encore une fois, c'est dans le catch, on peut tout faire, mais ça, même dans les fédérations de catch où ils font du comique, genre la Chikara ou la DDT, ils font pas un truc comme ça. Je comprends pas. je sais, mais je pense que, ouais, peut-être, est-ce que c'était pour qu'on parle de la WWF et de Ric Flair? Est-ce que c'est pas une idée comme ça, un truc mesquin? Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'était dit, ça va être fun. Tu vois, je pense vraiment que c'est ça, en fait. On dit, les années 80-90, Vince McMahon, il a raté très peu de trucs, mais il y a quand même des idées de cons, hein. Et ça fait partie des idées de cons. Les XFL. C'est pas pareil, ça. Ouais, enfin bon, quand il avait des idées. Après, le truc, c'est que ce qui est Thomas, je le respecte, parce que on a fait une vidéo sur les gimmicks, et il a cité aucune gimmick de 95. Ouais, parce que alors j'en avais un. Je te dis la vérité, parce que ça, on va arriver sur la fin. Ouais. Je te dis la vérité, quand j'ai commencé à venir mes gimmicks, j'avais The Goon, Repo Man, Ah, voilà. le mec, Bastion Booger. Oli, Bob Oli. Bob Oli. Et je me suis dit, non, mais ça, en fait, c'est même pas des gimmicks de merde, c'est des métiers. Ouais, c'est de la merde. Après, j'aurais pu mettre Mentor. Ah, t'aurais pu mettre aussi Fantasio aussi. Ah, je le connais pas. Le magicien. Ah, putain. Ah, ça, c'est une gimmick, elle a été incroyable aussi, celle-là. Putain. Non, j'ai pas mis. Ouais. Mais après, ouais, mais je me suis dit non, je vais sortir de ça. Excusez-moi. Et puis après, je te cache pas que voilà, c'est une émission, alors elle dure 1h47, là on arrive sur la fin, j'ai plus de nom. C'est quand même une émission qui a été fait vraiment en chill, parce que le sujet, il a apparu comme ça en une soirée, il fallait trouver les noms. Mais je suis très content de ce que ça a donné. Je remercie. En général, quand on fait des émissions comme ça à l'arrache, c'est souvent très sympa. La seule qui a été à l'arrache, je te rappelle que, je vais pas le redire, mais c'est celle qui a le plus de vues aujourd'hui. Putain. Alors les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous êtes content, d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit. Après, on n'a pas parlé encore une fois, on n'a jamais dit que l'Undertaker c'était de la merde, que Stone Cold c'était de la merde. Non, on parlait juste des On a gimmicks. juste pris des gimmicks en se disant, voilà, l'idée que ça pouvait donner pour ce que ça a donné Non, Stone finalement. Cold, j'ai dit que c'était génialissime, de toute façon. Génial, de toute façon Stone Cold, c'est Stone Cold.
Les amis, bah, je compte sur vous pour faire vivre cette vidéo, cette émission. Je vous remercie encore pour tout l'amour que vous nous donnez. N'oubliez pas aussi que c'est votre émission et qu'il y a bientôt un FAQ qui est prévu, peut-être pas dans la saison 5. Merci à vous, on a passé les 400. Ouais. Et retour 500 maintenant. Maintenant, c'est les 500 parce qu'on veut de la YouTube monnaie, sinon j'arrête. Je rigole, non, mais parce que voilà, on aimerait bien. Moi, je me dis, j'aimerais bien atteindre les 1000 et c'est pas quelque chose qui est irréalisable pour nous. Oui. Voilà. Et puis, j'aimerais bien les atteindre avant qu'on arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'à un moment, on va se dire, on aura peut-être plus de sujets d'émission. Alors là, on en a encore plein. Ouais. Peut-être qu'un jour, on va se dire, ça va être compliqué. Ouais, mais moi, je n'y pense même pas. Non, parce que là, j'ai fait. Pour l'instant, c'est un grand plaisir de faire cette Dans ma chaîne. tête, j'ai pensé déjà au sujet qu'on pouvait avoir. Je pense qu'on est déjà largement pour 2-3 ans facile. Après, bon, on verra bien. Donc, j'aimerais bien qu'on ait les 1000 quand même avant qu'on se dise, bon, ben voilà, on arrête. Donc, Oui. allez. Et nos projets annexes pour faire vivre la chaîne sont toujours en cours. C'est pas été développé, mais on y pense. Non, par contre, je voulais terminer sur ça parce que je vais te le dire dans l'intro. Des semaines comme j'ai eu là avec le fait de cumuler 2 travails, sans rentrer dans les détails, je risque d'en avoir un peu d'autres. Donc là, ce sera sur peut-être il y a un lundi qu'on n'arrivera pas à faire. Ce sera dans ces moments-là, peut-être qu'on fera justement les idées annexes qu'on a déjà parlé. Bien sûr. Voilà. Ben, Messaya, je te remercie. T'as toujours été très pertinent. Merci. Et ben, les amis, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Oui. Salut. Salut, salut!